Et bienvenue à cette table ronde virtuelle du jeudi 3 octobre 2024 du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. Mon nom est Marc-André Marcotte et je suis directeur exécutif pour le RISIC et c'est moi qui va assurer aujourd'hui l'animation du panel et la modération des échanges. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et de voir en fait, je vous dirais, environ une centaine d'entre vous connectés pour ce moment tout spécial. J'ai vu également qu'il y avait plusieurs sites qui se joignaient ce matin en groupe. Donc, je pense que sans trop se tromper, on peut dire que votre présence aujourd'hui en si grand nombre témoigne certainement de l'intérêt pour notre thème du jour, donc soit le plein déploiement et la valorisation des compétences scientifiques des IPS. On va avoir le plaisir, dans quelques instants, d'entendre nos panélistes partager leur expérience et leurs réflexions sur ce sujet. Mais avant, permettez-moi de vous présenter rapidement le déroulement de cette table ronde. Donc, cette table ronde va durer exactement 2 heures, donc 120 minutes. Euh, et après la courte introduction en fait, que je suis en train de faire, on va aborder un à la suite de l'autre trois grands thèmes. Le premier, le rôle et les fonctions actuelles en recherche de chacun de nos panélistes. Le deuxième thème, les facilitateurs et les défis liés à l'occupation de leur rôle en recherche. Et finalement, le troisième thème, leur perspective quant à l'avenir de la contribution des IPS en recherche et la valorisation de leurs compétences scientifiques. Il va y avoir une période de 30 minutes qui va être allouée à chacun de ces thèmes-là et où vous allez pouvoir d'abord entendre chaque panéliste s'exprimer sur ce thème, puis ça va être suivi d'un échange un peu plus informel sur ce thème-là entre nos panélistes et vous, bien sûr. Donc, pendant toute la durée du panel, vous êtes invités à poser vos questions à l'écrit à nos panélistes en utilisant la fonction Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran. Je vais pouvoir transmettre vos questions à nos panélistes et vers la fin de l'activité, il va y avoir une dernière période d'échange d'environ 20 minutes qui est prévue pour prendre vos dernières questions à l'écrit ou même, pour prendre cette fois-là, vos interventions à l'oral. Finalement, avant de vous présenter nos panélistes, parce que je pense qu'on a tous bien hâte de les découvrir, simplement vous préciser que le panel d'aujourd'hui est enregistré et que l'enregistrement va être déposé sur notre site Internet au www.risic.com dans les prochains jours. Vous allez donc pouvoir le réécouter et le repartager dans vos réseaux à votre guise, et ce, tout à fait gratuitement. Donc, nos panélistes, qui sont-ils? Je vais vous les présenter rapidement, puisqu'ils vont certainement avoir la chance de parler davantage d'eux lors de notre activité. Donc, par ordre alphabétique, pour commencer, on est d'abord avec nous Mme Annie Rioux-Dubois, qui est IPSPL Québec et infirmière praticienne en soins de santé primaire en Ontario. Elle est également professeure au département des sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2016 au sein d'un poste universitaire créé spécialement en vue de répondre aux besoins imminents de formation des IPS et d'avancement des connaissances empiriques. Merci beaucoup, Mme Rioux-Dubois, d'être avec nous. Ensuite, nous avons Mme Bicline Nguyen, IPSPL et candidate au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Mme Nguyen a également occupé, au cours de sa carrière, plusieurs postes sur le plan clinique et de la gestion. Elle pratique présentement comme IPSPL en CHSLD et envisage de devenir clinicienne chercheuse à la suite de ses études. Merci beaucoup, Mme Nguyen, d'être avec nous. Ensuite, nous avons Mme Claudie Roussy, IPS en soins aux adultes à l'Institut de cardiologie de Montréal. Présentement, et depuis 2022, elle occupe également un poste de conseillère cadre IPS. Merci beaucoup, Mme Roussy, d'être avec nous. Et finalement, nous avons M. Emmanuel Marié-Tétrault, IPS en soins aux adultes. M. Marié-Tétrault pratique actuellement dans le domaine de l'insuffisance cardiaque et de la chirurgie cardiaque au CHUP. Il est également candidat au doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Merci également à vous, M. Marié-Tétrault, pour votre participation. Donc, sans plus attendre, j'ai suffisamment parlé. C'est maintenant au tour de nos panélistes de s'exprimer pour notre premier thème de la journée, donc leur rôle et leur fonction en recherche. Comme je vous ai présenté brièvement, maintenant, on aimerait peut-être vous entendre en fait dans vos mots. Donc, les participants veulent vous connaître et peut-être même que pour certains d'entre eux, IPS, contribution en recherche, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils ont eu la chance d'entendre souvent prononcé dans la même phrase. Donc, peut-être qu'ils vous connaissent davantage à travers votre important rôle clinique. Donc, pour ouvrir cette table ronde, je vous dirais tout en douceur, peut-être deux grands points pour commencer. Donc, le premier, si vous pourriez nous dire un peu votre quotidien actuellement, ça ressemble à quoi? Donc, qu'est-ce que vous faites en recherche ou qui vient puiser dans vos compétences scientifiques?
Puis peut-être le deuxième grand point, qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos fonctions scientifiques ou de recherche actuellement? Puis peut-être même, qu'est-ce qui vous a aidé dans votre formation et votre parcours à aimer ça? Donc, j'ouvre ce premier grand thème en invitant peut-être Mme Nguyen à s'exprimer. Donc, Mme Nguyen, on vous écoute. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Maheu Cadotte, pour cette belle présentation de nous tous. Dans l'actuel, mon rôle, c'est vraiment, je consacre vraiment mon temps à mon doctorat. En fait, j'envisage bientôt là, commencer le recrutement de personnes, de participants sur le terrain. Donc, c'est très excitant cette étape-là. Mais sinon, je suis aussi professionnelle de recherche pour ma directrice, puis j'ai aussi collaboré, entre autres, avec des projets avec Annie Rioux-Dubois comme IPS collaboratrice sur le terrain pour faciliter la recherche. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon quotidien en recherche. Ce qu'il faut savoir un peu de moi, c'est que les projets de recherche que jusqu'à maintenant j'ai menés sont vraiment issus du terrain. C'est très, très, très important pour moi euh, que la pratique alimente la recherche et que la recherche alimente la pratique. Puis là, mon projet de doctorat est vraiment inspiré de ma pratique IPS en CHSLD. Donc, entre autres, pendant la COVID, on avait beaucoup de relocalisation, donc de personnes âgées qui avaient été hospitalisées et qui attendaient donc un lit en hébergement. Puis ça se passait pas toujours bien, donc ça a soulevé beaucoup d'enjeux éthiques et cliniques. Et donc, c'est ça qui m'a motivée à faire mon doctorat. Puis même à la maîtrise recherche, avant d'être IPS, c'était aussi une situation clinique quand j'étais infirmière à l'urgence qui avait motivé le tout. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a comme amené à vouloir faire de la recherche, mais c'est aussi l'ensemble de tous les professeurs que j'ai côtoyés depuis le bac qui m'ont motivé, qui m'ont fait voir la plus-value de la recherche, comment est-ce que la recherche peut aider la santé des populations. Donc, d'avoir un environnement aussi effervescent et favorable à la recherche, je pense que c'est ça qui m'a aidé, qui m'a motivé à continuer comme IPS en recherche. Voilà. Merci beaucoup, Mme Nguyen. Donc, déjà, vous touchez à certains points qu'on va peut-être avoir la chance de revenir. Donc, vous dites que vous faites un doctorat présentement, vous êtes professionnel de recherche. Puis, de ce qu'on a entendu déjà, votre inspiration pour poursuivre dans les études au doctorat, ça venait beaucoup d'une préoccupation clinique. Vous avez parlé des soins à l'urgence, vous faites un projet en CHSLD. Donc, cette interaction-là entre théorie et pratique, donc sûrement un thème qui va revenir au courant de la journée. Puis, vous mentionnez justement que vous aviez collaboré avec Mme Rioux-Dubois. Et je laisserai justement la parole à Mme Rioux-Dubois, un peu avec la même question et le même sujet. Donc, on vous écoute. Bien, merci beaucoup pour cette belle opportunité, une belle brochette d'invités. Donc, je vous remercie pour cette place que vous donnez aussi aux IPS là, sur ce sujet-là qui est passionnant. À mon avis, il est passionnant. Alors, bien sûr, je viens avec mon chapeau de professeur régulière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un professeur régulier qui est à temps plein, donc c'est 35 heures semaine, c'est posé être 35 heures semaine. Et comment ça se définit tout ça dans une tâche annuelle? Donc, on va dédier 40 à l'enseignement, on va dédier 40 en recherche, 10 qui va être dédié vraiment à l'administration pédagogique et 10 aussi qui va être dédié au service à la collectivité. Donc, en frais de recherche, de façon grossière, on peut s'attendre qu'un professeur va faire 40 parfois plus, parfois moins, tout dépendant des activités là, qui sont dans sa tâche. Donc, pour moi, j'ai un peu été frappée par la recherche. Je ne pensais pas du tout avoir ce poste-là. J'ai été vraiment frappée lors de mes études, là. C'est ce qui m'a beaucoup motivée. Donc, quand j'ai commencé ma maîtrise comme infirmière praticienne, je réalisais il y avait plusieurs projets qui m'intéressaient, mais surtout des projets là, qui allaient se porter aussi vers un doctorat. Donc, quelque chose qui est un projet plus majeur, plus novateur et tout ça. Donc, finalement, tu sais, j'ai eu ce parcours-là. Donc, qu'est-ce qui est motivant? Bien sûr, pour moi, qu'est-ce qui m'a motivée, c'est des sujets passionnants. Alors, je suis une fille passionnée. Donc, j'aime avoir des sujets passionnants, des rôles aussi passionnants, des rôles qui vont me mettre un petit peu aussi un petit peu sur la sellette. Donc et ça, j'aime beaucoup ça de la recherche.
Qu'est-ce qui motive? C'est aussi en recherche d'avoir une diversité de rôles, hein. Fait que vous le voyez bien, parfois, on est en collecte de données, parfois on est en train de rédiger un article, parfois on est en train de faire de la supervision d'étudiants. Donc, la diversité de rôles qu'il est possible d'accomplir est vraiment passionnante pour moi. Euh, Puis d'ailleurs, j'aime la routine, mais j'ai aussi un amour-haine avec la routine. Alors, la recherche me permet de jamais avoir trop une pratique, des activités, disons, routinières. Puis bien sûr, tu sais, qu'est-ce qui m'a beaucoup motivé aussi à la recherche, c'est d'avoir le contrôle des projets. Contrôle un petit peu de ce qu'on souhaite, où est-ce qu'on souhaite gratter au niveau des savoirs, des connaissances, des expertises. Donc, ça, c'est, et même, je vous dirais, des équipes avec qui on veut collaborer. Fait que la notion de contrôle aussi était très importante. Puis bien sûr, la soif d'apprendre. Simplement ça, cette curiosité, cette soif d'apprendre. Donc, ça ne cesse jamais. En recherche, on apprend toujours, on apprend de nos collègues. Donc, grossièrement, là, c'est ce qui m'a vraiment motivée à aller dans un parcours un petit peu plus recherche. Puis, je pourrais vous parler peut-être tantôt davantage des projets de recherche. Ouais, puis déjà là, ce qu'on entend, puis vous me parliez des différents rôles. Donc, on voit des rôles en recherche, des rôles en enseignement universitaire, des rôles en gestion, des rôles en supervision. Puis vous me parliez déjà de certains bons côtés. Donc, toute l'autonomie que ça nous donne, tout le sentiment de contrôle, de pouvoir un peu organiser, de ce que j'entends un peu, son horaire, ses projets comme qu'on veut, de mener à terme des projets qu'on trouve inspirants, qui nous inspirent nous. Donc, c'est un autre sujet aussi sûrement qu'on aura la chance d'aborder pendant le panel. Pour l'instant, je laisserai maintenant la parole à Madame Claudie Roussy. Oui, merci. Ben c'est ça. Moi, c'est un peu complémentaire. C'est ça. Je suis pas étudiante au PhD, fait que j'ai un profil un peu différent. Je vais donner peut-être des exemples justement parce qu'en début de pratique, comme IPS, souvent on sait pas trop comment se positionner par rapport à comment on peut contribuer en fait au développement de nouvelles connaissances ou encore au transfert de connaissances. On reste encore dans notre identité infirmière. Puis la transition vers le rôle plus de pratique avancée, parfois on se questionne, tu sais, quand on n'a pas de mentor, etc., qu'on n'a pas d'exemple. Fait que je vais vous donner des exemples qui sont, selon moi, accessibles puis qui sont peut-être faciles si on n'a pas nécessairement le même parcours, un parcours un peu différent. Mais tu sais, souvent, par exemple, si on passe au niveau du patient, des proches, dans la pratique clinique, hein, d'être capable de vulgariser, de transmettre les bonnes, Guillaume a travaillé là-dessus, les approches motivationnelles également. Donc, à vraiment avoir un style d'intervention qui sont basés sur les meilleures pratiques, puis être capable de le transmettre également aux patients et à leurs proches. Fait que ça, on est vraiment dans quelque chose de plus micro. Au niveau de l'organisation, par exemple, ça peut être justement l'IPS qui va baser sur les meilleures pratiques, les protocoles, les ordonnances. Donc, moi, dans mon rôle de conseillère cadre d'IPS, justement, mais même les IPS, on collabore étroitement, justement, puis on en élabore également. Fait que ça, je pense que c'est quand même important. On fait des guides de pratique également, etc. Donc, ça, je pense que au niveau de l'organisation, puis même de l'intégration du rôle des IPS, on ne fait pas ça à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on regarde les besoins populationnels, les données, qu'est-ce que ça dit, la littérature à cet effet-là. Donc, ça, je pense que même au niveau de l'intégration puis du déploiement du rôle IPS, dans mon rôle, évidemment, stratégique, ben, c'est une partie qui est aussi importante que d'utiliser des résultats. Hein. On parle toujours en matière de résultats, c'est ça qui a du poids. Ensuite, ben évidemment, si on parle à un niveau un peu plus macro, ben, par exemple, moi, je suis représentante des IPSSA au niveau de l'Association des IPS du Québec. Ben, tu sais, on parle à l'Assemblée nationale, le projet de loi 43, les différents projets de loi, ben, la IPSQ s'est toujours positionnée avec des mémoires, a toujours justement participer aux consultations particulières, toujours basées sur des résultats probants. Donc, pour appuyer leurs propos, appuyer les positions, puis les changements de pratique, que ce soit au niveau stratégique ou politique. Donc, ça, c'est un autre déploiement de l'utilisation aussi concrète qu'on peut faire des résultats issus de la recherche. Puis, essentiellement, ben, même au niveau international, d'être conférencier, on revient d'un congrès en Écosse, YCN, Nurse Practitioner Network Conference. On a présenté des données par rapport à un projet qu'on a ici. Donc, je pense qu'à différents niveaux, on peut jouer un rôle, puis sans nécessairement avoir une formation en ce sens-là. Donc, je pense que
C'était juste pour illustrer un peu toutes les facettes possibles, écrire des articles dans le Perspective infirmière, être conférencière dans des congrès. Donc, voilà, j'espère que ça illustre bien toutes les possibilités. Je pense qu'on voit bien avec votre intervention. Donc, comme vous dites, il y a des possibilités à un niveau peut-être très, très micro, très local, même lorsqu'on, par exemple, on parle aux patients, on fait de l'enseignement, de traduire les connaissances de recherche dans des interventions cliniques qui sont très, très concrètes, jusqu'à un niveau peut-être, on pourrait dire, un peu plus macro, où là, on peut arriver vraiment un peu comme vous l'avez fait, parler des projets de loi à l'Assemblée nationale, faire des conférences au niveau international. Donc, on pourra revenir peut-être sur tout ce spectre-là que vos compétences scientifiques vous permettent de faire. Pour l'instant, je laisserai la parole à Monsieur Marié-Tétrault. Bonjour tout le monde. Je tiens particulièrement à remercier le RISIC pour cette opportunité aujourd'hui. Je pense que ce qui est super important, c'est aussi se rappeler, on a beaucoup de publics ici aujourd'hui qui sont des IPS, puis qui savent peut-être pas par où partir. On va y revenir un peu plus tard, mais je vais peut-être juste commencer justement par de où j'ai parti à titre d'IPS. On avait la chance au CHUM d'avoir un 20% dédié, donc souvent la majorité d'entre nous prenait une journée par semaine, parfois une semaine après 5 semaines, quelque chose comme ça, et cumuler leur temps lors des gros projets. Puis c'est là où est-ce que j'ai vraiment eu la chance de toucher un petit peu à tout. Quand on parle là, justement d'ordonnance, on parle de protocole, on parle de congrès, et c'est vraiment à ces moments-là que j'ai pu développer un petit peu mon intérêt pour tout ça. J'ai bien aimé aussi là, certains d'entre vous ont dit la possibilité de faire plein de choses. Puis je pense que c'est ça aussi que la recherche nous démontre, c'est que oui, il y a un rôle de écrire, faire des études et tout ça, mais il y a aussi un rôle de vulgarisateur dans les congrès, de gestionnaire d'équipes de recherche ou de projets de recherche. Puis quand on décide de bâtir un protocole de recherche, ben ça inclut tout ça. Ça inclut être capable de pouvoir bâtir une ordonnance, bâtir des protocoles de soins, de recherche, et puis d'être capable de bien être vendeur, peut-être parfois même dans le recrutement des patients. Fait que bref, donc moi, je demeure IPS au CHUM. J'alterne entre une semaine à 2 semaines par mois là, depuis le début de mon doctorat. Je suis aussi chargé de cours à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Puis, je suis aussi là au sein je suis administrateur principal en fait au sein de la Société québécoise d'insuffisance cardiaque. Puis j'ai aussi développé là, au fil des années là, quelques expertises là, dans l'anémie ferriprive, des révisions des protocoles de l'INES et ailleurs. Fait que, tu sais, je pense que l'important, c'est sur un message, ce que j'aime, ce qui me motive, c'est qu'on a la chance d'avoir un rôle où est-ce qu'on peut un petit peu toucher à tout. Alors, commencez par ça, restez la tête ouverte à les opportunités, puis après ça, vous verrez bien où le vent va vous mener. Peut-être qu'un jour, un mois avant que vous ayez votre premier enfant, quelqu'un va vous appeler, il va vous proposer de commencer un doctorat le jour même de l'arrivée du bébé. Alors, ça a été mon cas, puis j'ai décidé de sauter dedans. Merci beaucoup, Merci Marie-Tétrault. Puis justement, pour toucher à un sujet qui est abordé aussi par d'autres des panélistes. Donc, cette idée-là qu'on peut toucher à beaucoup, beaucoup de choses différentes. Puis si on revient un peu à cette idée-là, vous avez mentionné plusieurs d'entre vous ont mentionné quand même des très, très gros projets. Donc, de mener, par exemple, des projets de recherche du début à la fin, d'être impliqué dans l'élaboration, la révision de protocoles, de guides de pratique clinique, des projets de loi, des conférences. Je sais qu'aujourd'hui, parmi les participants, il y a beaucoup peut-être d'étudiants IPS ou d'IPS qui commencent dans leur pratique. Si je vous demandais un peu vos projets, comment est-ce que ça a évolué au fil du temps depuis que vous êtes IPS? Donc, par où est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé dès le jour 1 à vous impliquer dans des projets comme ça? Ou ça a été quoi un peu le chemin que vous avez suivi pour peut-être vous rendre éventuellement, un peu comme Claudie disait, jusqu'à l'Assemblée nationale pour un projet de loi ou à faire, par exemple, une conférence internationale ou à réaliser des projets de recherche comme Mme Riou-Dubois? Donc, si vous pouvez nous parler un peu de cette évolution-là au fil du temps, ça la ressemblait à quoi? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier. Bien, je pourrais y aller. Oh. Oh, Madame Riou-Dubois, puis on ira avec M. Marie-Tétrault. Absolument. OK, désolée. Donc, comme je vous avais dit, il y avait. Bon, je crois qu'à ce moment-là, disons, dans le début de la carrière, je ne connaissais pas vraiment la recherche, on m'en avait pas tant parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sortais, par exemple, d'un bac spécialisé. Dans le temps, en Ontario, les infirmières praticiennes n'avaient pas nécessairement à compléter une maîtrise. Alors, j'étais sur un diplôme d'études supérieures. Et puis, déjà là, je comprenais dans mon intégration comme infirmière praticienne, là, bien sûr, j'ai fait la suite des choses, là,
Mais déjà, comme infirmière praticienne, je comprenais qu'il y avait des besoins populationnels. Donc, j'avais fait ce qu'on appelle des environmental scans, un petit peu, tu sais, à mon échelle pour mes besoins à moi, dans le secteur où j'étais. Alors, toutes les connaissances que j'avais acquises, notamment en développement communautaire ou santé communautaire, m'avaient aidé à greffer un petit peu de la recherche à ça. Et puis, ensuite de ça, ben, je m'étais comme un IPS avec un interniste en Ontario. Et puis, il y a un moment donné que je me dis, il faudrait bien que j'évalue mon impact. Et puis, on m'avait pas vraiment parlé de ça. Alors, je dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'en ai parlé à mes étudiants, justement. Je dis, ben, j'ai fait un petit audit très maison, probablement pas tellement de qualité, mais il était là. On était capable d'évaluer certaines pratiques parce que j'avais quand même le sentiment, puisqu'on était des pionnières, par exemple, en Ontario comme IPS, qu'il y avait toujours ce point de rupture possible. Est-ce qu'on va toujours faire appel aux IPS? Est-ce qu'elles sont si efficaces que ça dans le système de santé? Alors, à mon échelle, c'était, je retourne voir, disons, des dossiers de patients, voir les trajectoires. Est-ce qu'il y a des réadmissions? Est-ce qu'il y a des visites à l'urgence pour certaines des conditions liées? Donc, je l'avais fait ainsi. Donc, ça m'a propulsé par la suite à dire, ben, je vois vraiment la contribution de la recherche, j'ai besoin d'outils. Et là, je suis allée ben, tu sais, à la maîtrise, puis par la suite au doctorat. Au doctorat, ce qui m'intéressait davantage, c'était encore l'intégration des infirmières praticiennes. Moi, somme toute, ça avait bien été, mais j'avais chez mes collègues, il y avait des petites inquiétudes, des petits soucis à l'intégration. On avait des énoncés de position, par exemple, euh, je vais simplement dire juste de regroupement qui était peut-être réfractaire à l'introduction des infirmières praticiennes. Alors, je me disais, mais comment ça, euh, qu'il y a tant tu sais, qu'il peut avoir des résistances comme ça? Alors, mon idée, puis aussi ce que j'entendais, c'est que les rôles d'infirmières praticiennes, certains exploitaient leur rôle de façon large. Alors, je me suis dit, mais c'est pas juste l'intégration. Est-ce qu'il se passe des notions de négociation micro dans les milieux ou est-ce qu'il y a des notions de pouvoir identitaire puis qu'on devrait peut-être aller examiner qu'est-ce qui se passe dans cette grande boîte noire-là? Moi, somme toute, ça va bien, mais apparemment que ça va pas toujours si bien, puis on aimerait connaître qu'est-ce que c'est justement, est-ce que les infirmières praticiennes avec leurs collègues, leurs équipes, est-ce qu'il y a des négociations de rôle, des champs de pratique? Alors, c'est ce qui m'a animée. Là, ben, de fil en aiguille, bien là, bien sûr, après ça, ben, on se formate comme un professeur régulier. On fait une programmation de recherche. Fait que là, maintenant, je suis davantage, par exemple, à examiner actuellement les cliniques IPS. Donc, une belle émergence au Québec, hein? Bravo, c'est une belle chose. Et puis, toucher beaucoup aussi comme professeur, bien sûr, à comment on peut bien développer les compétences des IPS, là, puisque je suis baignée dans la formation, puis c'est si nouveau. Alors, c'est ce que c'est comme ça que les projets ont évolué là, dans ma carrière. Puis avant de laisser la parole à M. Marie Tétrault, je pense que ce qu'on retient surtout, c'est que vous dites, vous avez commencé à un niveau très, très local, donc il y avait des choses dans votre milieu. Vous parliez d'un environmental scan, d'un scan environnemental. Vous avez identifié des besoins, des lacunes, des choses qui venaient vous interpeller plus spécifiquement. Vous mentionnez, par exemple, d'évaluer votre impact ou la valeur ajoutée un peu de vos actions dans la pratique. Puis on comprend que c'est peut-être ça un peu la graine qui a fait après ça germer, après ça, tout le reste qui a suivi dans la carrière. Merci du partage. Je laisserai la parole à M. Marie Tétrault. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est ça, je pense, une des beautés du rôle IPS, c'est qu'on est proche du terrain et puis on peut partir vraiment des besoins cliniques des équipes. Puis moi, dans mes débuts de carrière, c'est ça un petit peu, j'ai simplement essayé de partir des projets qu'on avait besoin.
Que ça soit intégrer un nouveau pansement post-op de chirurgie cardiaque ou bien tout simplement après ça, essayer des nouvelles molécules pour traiter l'anémie chez notre clientèle en insuffisance cardiaque. Puis après ça a été aussi parallèlement à ça avec des collègues au sein du CHUM, développer une clinique de suivi post-opératoire de la clientèle de chirurgie cardiaque et quantifier un petit peu c'était quoi l'impact qu'on avait. Puis on s'en rendait compte qu'on voyait un grand pourcentage des patients, puis qu'on diminuait un grand pourcentage des réadmissions à l'urgence dans ce contexte-là. Alors, ça donne un petit peu ça fait une très belle mise en bouche après ça pour se dire ben, qu'est-ce qu'on veut faire après ça dans notre rôle, comment on veut se développer. Puis moi, je pense que c'est vraiment ça là, que j'adore le plus, puis que j'aimerais que je veux continuer à développer. Puis quand on regarde maintenant plus sur mon projet doctoral, ben c'est un petit peu la même chose. Souvent, on s'attend pas nécessairement à ce que ça devienne gros, les projets. Moi, pendant la COVID, on a développé les suivis virtuels, évidemment, comme tout le monde. Puis on a eu la chance aussi de faire un projet vitrine avec le ministère pour une application mobile là, de suivi des patients à distance. Puis c'est cette application-là qu'après ça est devenue mon sujet doctoral, puis on a continué à élargir les fonctions, évidemment, l'accès là au sein du CHUM et ailleurs, même jusqu'en Abitibi, là. Alors voilà, tu sais, je pense que c'est ça. Faut rester ouvert et puis l'enjeu sera plus tard pour moi de me dire ben, qu'est-ce que je vais faire avec mon rôle aussi de chercheur et de comment est-ce qu'on va pouvoir rester proche de la clinique. J'ai pas encore trouvé de secret miracle, évidemment. Merci beaucoup, M. Marieteto. Donc, le contexte est différent. On entend encore cette idée-là ici qu'il y avait une préoccupation clinique très, très importante pour vous. Puis au fil du temps, vous vous êtes donné peut-être les moyens de pouvoir l'adresser ou l'explorer plus en profondeur. Je laisse la parole à Mme Nguyen. Oui, ben moi, je fais faire du pouce sur ce que mes collègues ont dit. Moi aussi, dans le fond, les projets que j'ai réalisés là, de la maîtrise au doc en recherche ont vraiment été issus d'un problème local pour lequel j'avais pas de solution. Tu sais, c'était vraiment ça, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse. Je comprenais pas pourquoi les choses se passaient comme ça. Tu sais, quand je pense à l'organisation des services de la santé, je comprenais pas pourquoi les patients étaient dirigés dans ces services-là, pourquoi il y avait de l'attente, pourquoi bref, pourquoi ces enjeux éthiques-là existent et des fois des problèmes comme justement d'être localisé en CHSLD en 24-48 heures, tu sais, c'est quelque chose qui va être de plus en plus prévalent avec le vieillissement de la population. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, j'avais une posture très critique, puis la recherche, c'est vraiment ça qui me permettait en fait de trouver des réponses à des problèmes qu'il n'y a pas jusqu'à maintenant pas eu d'études ou presque peu eu d'études à ce sujet-là. Puis Emmanuel le disait, là, les IPS, on est assez terrain, donc on a une vision qui est propre, je pense, à nous avec notre pratique infirmière avancée et le fait qu'on voit le système de la santé d'une certaine façon, ce qui fait en sorte peut-être que c'est intéressant justement d'avoir cette perspective singulière-là pour développer, contribuer, faire avancer la recherche sur ces aspects-là. Merci beaucoup, Mme Nguyen. On va probablement revenir aussi plus tard aujourd'hui cette perspective unique-là, cette perspective singulière-là, comme vous le dites, des infirmières praticiennes spécialisées. Je laisse la parole à Mme Roussy. Oui, ben Marc-André, tu me demandais un peu c'est quoi en début de pratique qui nous a aidés. Tu sais, moi, je suis assez proche de la relève, puis pour l'avoir vécu, je pense que un conseil très pratico-pratique, c'est de bien s'entourer. Je m'explique. Moi, j'ai eu le privilège, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir une mentor en commençant ma pratique, même avant même de débuter ma pratique, Kim Laflamme. Donc, d'avoir quelqu'un qui va vous impliquer, que ce soit pour un premier article, une première conférence, des choses comme ça pour vous donner confiance, pour modéliser aussi le rôle, la pratique avancée. Donc, souvent, en début de pratique, notre confiance est ébranlée parce qu'on transitionne vers un nouveau rôle. Donc, que d'avoir un mentor qui peut nous soutenir, nous guider, nous montrer. C'est vraiment aidant, je trouve. Parce que souvent, ce qui ressort, c'est j'aimerais ça faire de la recherche, je sais pas comment, j'ai pas confiance en moi, puis ça. Puis l'autre truc aussi, c'est euh, les gens veulent beaucoup tout savoir avant même de commencer, mais apprendre en faisant, c'est très important. Donc, c'est pour ça, des fois, de bien s'entourer. Moi, je suis entourée de gens qui ont des expertises que moi, j'ai pas, qui ont les forces de mes faiblesses. Donc, j'ai la chance d'avoir plusieurs amis qui sont des chercheurs en sciences infirmières. Donc, ça, on est bien entouré, puis des belles collaborations, de tisser des collaborations comme ça. Je pense que de part et d'autre, c'est très intéressant. Tu sais, nous, on amène l'expertise peut-être un peu plus clinique. Ils nous apportent vraiment toute l'expertise en termes de méthodologie,
de réflexion, tout ça. Donc, moi, je trouve que ouais, se trouver un bon mentor, je pense que c'est quelque chose qui est important en début de pratique, puis parce que je pense vraiment que ça peut façonner un peu l'orientation de notre carrière. Donc, puis même en avoir plusieurs, je pense que c'est bien aussi, selon l'expertise dont vous avez besoin. Moi, c'est ce que je conseillerais là, à la relève. Merci beaucoup, Madame aussi. Tantôt, Madame Riou-Dubois mentionnait des projets inspirants, puis on entend bien par là aussi, pas juste des projets inspirants, mais peut-être des personnes inspirantes également, pour peut-être vous guider là-dedans. On a commencé à avoir déjà plusieurs questions d'auditoire qui arrivent. Il y a plusieurs questions qui touchent un peu un sujet similaire, qui est, on pourrait dire, la démocratisation de la recherche en soins infirmiers, en sciences infirmières, et le fait que peut-être des fois la recherche est perçue comme étant délimitée ou restreinte au milieu universitaire. Donc, comme si un peu à l'extérieur du milieu universitaire, on fait pas de la recherche, puis il faut être dans un milieu universitaire pour faire de la recherche. Puis ça vient des fois aussi peut-être avec l'idée que plusieurs infirmières ne se reconnaissent pas nécessairement comme scientifiques. La recherche a l'air très, très loin de la pratique. Et là, dans le sujet d'aujourd'hui, on parle justement des infirmières praticiennes spécialisées spécifiquement. Et il y a un autre phénomène aussi où souvent, lorsqu'on arrive au cycle supérieur, souvent les maîtrises qui sont offertes, on va avoir la maîtrise d'infirmière praticienne spécialisée. Donc, les gens, des fois, vont percevoir comme davantage clinique. Et des fois, il va y avoir aussi la maîtrise qu'on va appeler recherche en sciences infirmières. Donc, on voit déjà des fois un peu cette dichotomisation-là qui s'installe entre clinique et recherche. Puis on se demandait un peu votre point de vue à vous, comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour démocratiser davantage la recherche ou que les IPS ou même des infirmières en tant que telles se reconnaissent davantage dans la recherche, voient davantage elles-mêmes leur rôle scientifique quand que peut-être elles peuvent avoir l'impression que la recherche, c'est l'affaire de chercheurs, de professeurs en sciences infirmières ou c'est par exemple l'affaire des gens qui pourraient par exemple exclusivement faire une maîtrise ou un doctorat recherche, on pourrait dire, en sciences infirmières. C'est quoi votre point de vue un peu là-dessus? Une grosse question quand même. Madame Riou-Dubois. Bien, je dirais, les premières expositions sont importantes. Là, je vais vous dire, probablement que dans les milieux universitaires, on fait pas, on a davantage, je dirais qu'on a peut-être davantage de réflexion à faire. Ce qui arrive, c'est que quand même, la formation des IPS, elle est elle est notoire, OK? Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de compétences à mobiliser. Et je me demande, tu sais, ma réflexion est, est-ce que forcément, dans un programme aussi intense, condensé, est-ce qu'on fait vraiment un bon travail efficace à vraiment mobiliser les compétences en recherche? Alors, je vais vous donner un exemple. Nous, dans le référentiel de compétences du réseau UQ, quand on avait fait une petite recension des écrits pour savoir, ben, c'est quoi la recherche en pratique infirmière avancée, grosso modo, il y a la pratique, tu sais, le evidence-based practice, donc la pratique fondée sur des évidences. Il y avait tout ce qui était plus diffusion. Bon, diffusion professionnelle, scientifique, transfert de connaissances, mais il y avait aussi la portion euh, recherche, donc soit générer des connaissances, participer à des recherches, donc des recherches. Et nous, on a dû faire le choix que la participation à la recherche elle-même allait être vue peut-être ailleurs, peut-être en exercice, donc du coup que vous avez terminé. Est-ce que c'est un bon choix? Probablement que non. Tu sais, il a fallu faire ces choix-là. Éventuellement, je crois que c'est des réflexions, c'est des bonnes réflexions à avoir. Et puis, je peux vous dire que pour l'exposition en recherche, étant donné que les contenus, c'est tellement rapide cette formation-là, intense, c'est même très rare que moi, je suis en mesure de recruter des IPS, des étudiantes IPS, étudiants IPS au sein de nos projets. Alors, des fois, il semble avoir des fenêtres d'opportunité pour les intégrer. Là, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir peut-être des modalités d'évaluation dans les cours où est-ce qu'on pourrait faire de la diffusion de recherche dans des plateformes un petit peu plus professionnelles. Fait que ça, j'essaie de le faire pour bonifier un peu les expériences, mais ça reste que je crois que qu'on est capable ou en mesure de solliciter pour les IPS à la maîtrise, c'est quand même minimal, là, les compétences qu'on est capable de solliciter à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Mme Riou-Dubois. Donc, ça, les programmes d'IPS, les formations sont très, très intenses, sont très, très chargées. Et là, peut-être, il y a encore une réflexion qu'on continue à avoir au niveau de l'apport, justement, ou de la place
on pourrait dire, de la compétence scientifique ou des compétences en recherche dans ce programme-là. Je laisserai la parole à Mme Nguyen. Oui, ben, je vais parler à titre de chargée de formation pratique à l'Université de Sherbrooke et chargée de cours à l'UDM. Euh, moi, je trouve ça toujours important de garder la recherche dans les programmes. Puis la raison, c'est que j'essaie d'enseigner à mes étudiants que dans la pratique, ils vont être confrontés des fois à des lignes directrices qui vont être contradictoires. Ils ne diront pas exactement la même chose. Si on fait juste regarder les lignes directrices en l'épidémie, si on regarde par exemple ce que dit l'INES versus les lignes directrices peer. Donc, il y a certaines différences. Puis comment est-ce que comme clinicien, comme IPS, on se positionne à dire, ben moi, avec ce patient-là, je vais décider d'appliquer telle ligne directrice. Puis tu sais, l'autre chose, c'est que je pense qu'à l'université, pour intéresser davantage les IPS, il faut être très, très pragmatique. Leur enseigner ce qui va leur être utile dans la pratique, et donc, ça pourrait être d'intégrer comment on décortique, comment est-ce qu'on fait des lignes directrices pour qu'ils puissent comprendre le fondement de comment c'est fait. Est-ce que l'ensemble des intervenants qui sont pertinents sont là ou c'est juste, par exemple, quelques médecins spécialistes puis on n'a pas la première ligne qui est représentée, par exemple. Tu sais, là, j'invente des figures de cas, mais c'est juste pour dire que je pense que justement, comme Annie le disait, la formation IPS va très, très, très vite. La recherche est souvent perçue comme étant quelque chose de secondaire, mais si on l'intègre dans les cas cliniques et qu'on on est capable de dire, ben regardez, il y a des lignes directrices différentes justement en ostéoporose, Ostéoporose Canada, il y a d'autres lignes directrices également. Donc, qu'est-ce qui va nous aider? C'est nos connaissances en recherche qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se positionner sur la validité de cette étude-là qui est meilleure que l'autre. Donc, c'est un peu comme ça que je l'amènerais. Merci beaucoup, Mme Nguyen. Puis vous touchez à quelque chose que Mme Roussy mentionnait tantôt aussi. Donc, on pourrait dire un outil ou un produit de la recherche qui sont les lignes directrices, qui sont peut-être davantage proches de votre pratique, utiles à votre pratique. Donc, peut-être cette idée-là que la compétence scientifique, comment est-ce qu'on la développe au niveau de la maîtrise des IPS, de voir si on peut davantage la personnaliser après ça à la réalité, puis aux besoins très, très pratiques, très pragmatiques, comme vous dites, des IPS sur le terrain. Je laisserai la parole à M. Marié-Tétrault. Oui, je vois deux enjeux particuliers qui sont abordés ici. C'est premièrement la dualité de rôle des IPS en début de pratique, où est-ce que, comme Annie l'a mentionné, c'est très chargé le début de pratique des IPS et la formation particulièrement. Donc, quand on arrive en début de pratique, on veut faire des congrès. C'est souvent des congrès plus d'origine médicaux qui sont choisis par les équipes pour consolider les acquis médicaux qu'ils n'ont pas, nécessairement développer autant que leur pratique infirmière étant infirmière préalablement. Puis là, après ça, ben, c'est essayer de réchanger la roue, hein, de retrouver des congrès qui sont aussi infirmiers où est-ce qu'il va y avoir des périodes d'échange qui sont parfois peut-être un peu plus difficiles, surtout si c'est de la recherche qui ne répond pas nécessairement aux besoins ou aux intérêts des IPS. Donc, je pense qu'il y a un rôle qui est à aller des universités d'essayer de trouver un juste milieu pour avoir un intérêt des infirmières, mais aussi des IPS. Puis il y a aussi un rôle des IPS de se retrouver là-dedans, d'aller chercher des congrès qui sont plus infirmiers. Puis ben ça va peut-être être un peu plus tard. Moi, ce qui m'a frappé, c'est au début de notre pratique, ce qu'on a fait, il y avait déjà un congrès qui existait là, en cardiologie, qui était fait par certains collègues, hein, quand on parlait de mentor plutôt. Puis j'ai été un des conférenciers invités, là, si j'avais peut-être 1 an, 2 ans de pratique à ce moment-là. Puis c'était majoritairement pour des infirmières. Puis j'ai trouvé qu'à ce moment-là, ça a été étonnamment, c'est des infirmières que je côtoyais tous les jours. Mais après ça a été des moments d'échange un peu plus ils se sentaient plus à l'aise de venir discuter avec moi sur des aspects plus autant infirmiers que sur la cardiologie. Alors, je pense que c'est aussi notre rôle à titre d'IPS d'essayer de briser cette espèce de mur-là qui existe malheureusement dans certains milieux, puis de travailler pour des journal clubs, travailler à titre de vulgarisateur. Je pense que ça va faire partie là, des échanges va devoir avoir dans les prochaines années. Je veux pas qu'on se compare à d'autres professionnels tout le temps, mais il y a aussi, là, quand on parlait que les IPS n'ont pas ça, puis je comprends qu'on est limité dans le rôle, mais les résidents ont 1 mois de recherche dédié, ou est-ce qu'ils font 100% de la recherche pendant 1 mois, ce qui leur donne une espèce d'avant-goût un peu plus important, puis, que les IPS vont avoir, puis moi, c'est aussi un petit peu comme ça que je suis allé chercher dans le début de ma pratique, que ce soit des projets de la qualité de l'acte, que ce soit des projets de révision de dossier. Ça n'a pas besoin d'être gros au début, mais ça nous permet là, d'avancer, puis justement après ça, un peu plus quantifier l'impact que nos interventions peuvent avoir.
Merci beaucoup, M. Marie-Tétrault. Je pense que vous soulevez aussi un autre point qui n'a pas encore été abordé, puis qui est pourtant une perception qui est que personnellement, moi, j'ai déjà entendu cette idée-là aussi, qu'il n'existe pas nécessairement juste, on pourrait dire, une barrière entre les IPS et la recherche, mais qu'après ça, il y a cette idée-là d'intéresser les IPS aussi à la recherche en sciences infirmières, la recherche faite par les infirmières. Donc, peut-être en début de pratique, on sent qu'il y a peut-être un intérêt plus grand vers la recherche médicale. Vous parliez des congrès médicaux. Donc, cette espèce de dualité-là, peut-être entre la recherche médicale, la recherche infirmière, que des fois on entend parler. Donc, ça reste un enjeu qui va peut-être revenir aussi un peu plus tard dans le panel. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées dans le chat. Le temps file. Puis il y a certaines des questions, je pense, qui touchent d'autres thèmes qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, si vous voulez, on serait maintenant rendu au deuxième thème du panel, donc les facilitateurs et les défis liés à l'occupation de votre rôle en recherche. Donc, on vient juste de vous entendre parler de votre quotidien. Et on aimerait vous entendre maintenant, peut-être je vous dirais d'un côté, sur ce qui représente pour vous actuellement les principales barrières, obstacles ou défis auxquels vous ou vos collègues vous faites face actuellement pour occuper pleinement votre rôle en recherche ou pour mobiliser pleinement vos compétences scientifiques. Ça, c'était d'un côté, mais de l'autre côté aussi. Et là, on va vraiment venir solliciter votre réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire exactement pour que ça aille mieux? Donc, qu'est-ce qui serait, selon vous, les meilleures manières de faire face à ces barrières-là ou à ces défis-là? Puis peut-être même que vous avez un exemple ou un moment que vous avez été en mesure de surmonter ces barrières-là. Puis cette fois-là, pour ouvrir la discussion, peut-être qu'on commencerait avec Madame Claudie aussi. Oui, au risque de radoter, comme on dit, ben, je pense que je crois beaucoup, j'ai un biais là, intrinsèque évidemment, mais je crois beaucoup justement au mentorat, au coaching, mais aussi à la collaboration interprofessionnelle aussi, tout dépendant un petit peu du milieu dans lequel on travaille. Mais tantôt, on parlait de collaboration. Je travaille sur un projet avec des conseillères en soins infirmiers, des IPS, des conseillères pédagogiques, un projet 100% infirmier, qui est un programme de formation qui utilise la simulation. Puis je collabore avec des chercheurs en sciences infirmières. Donc, quand on n'a pas justement, on parlait justement de démocratisation, ben, donc, comme piste de solution, c'est vraiment de s'entourer des gens qui ont l'expertise, des gens où il va y avoir un partage d'expertise également. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis, au niveau des défis, c'est sûr, on en a un peu parlé tantôt, mais si moi, dans mon poste de conseiller d'IPS, c'est peut-être un peu plus facile, mais quand j'étais infirmière praticienne avec une tâche majoritairement clinique, c'est sûr que on sait que c'est pas tous les milieux où est-ce qu'il y a une libération clinique. Donc ça, c'est quand même un défi parce que je pense que Annie l'a bien souligné tantôt, les IPS travaillent 40 heures semaine. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher ce temps-là, justement? Donc, c'est quand même un défi. Donc, je pense que la valorisation de l'expertise des IPS est importante. Donc, de ne pas réduire le rôle IPS à un rôle de clinicienne explicitement. Certains avanceront que la recherche peut être déployée à travers les soins directs. On l'admet. Cependant, je pense que c'est réducteur au niveau de son champ de pratique. Puis l'impact après ça, sa valeur ajoutée va être diminuée. Donc, puis je pense, à d'autres corps professionnels. Donc, je pense que c'est important. Elle a vraiment une prise en charge, une perspective qui est unique du fait de son rôle un peu hybride. Et donc, je pense qu'elle peut contribuer de façon assez intéressante puis amener une perspective vraiment différente et innovatrice. De par son rôle, de par sa formation. Donc, ce serait un peu mon point par rapport à cette question-là, au défi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anna aussi. Donc, on voit que c'est là, revient là de mentorat, de coaching, aussi de collaboration même au sein de la profession, de collaboration, oui, interprofessionnelle, mais peut-être même intraprofessionnelle. Donc, vous parlez de collaboration avec des chercheurs en sciences infirmières. Puis les gens commencent à toucher à certains, je dirais, grandes barrières, donc la libération clinique, puis aussi peut-être cette vision-là que les IPS, un peu comme on le mentionnait tantôt, sont peut-être purement des cliniciennes, donc ils ont un rôle clinique, puis on vient peut-être à dévaloriser ou à diminuer la contribution que ces personnes-là pourraient avoir en recherche. Je passerai justement, je vois M. Marie-Tétrault à la main levée, je passerai justement à M. Marie-Tétrault. Oui, alors je pense que c'est super important qu'on réfléchisse justement sur le champ de pratique IPS. Puis quand on a des idées qui sont parfois des idées de recherche ou des idées pour répondre à des besoins cliniques, mais qu'on
on peut pas non plus décharger la clientèle actuelle, ben, faut essayer de penser à des façons novatrices de le faire. Puis, tu sais, justement, au CHUM, pour donner un exemple concret, mais certains de mes collègues ils ont utilisé leurs 20% pour ouvrir une nouvelle clinique. Donc, leurs 20% servi pendant un certain temps pour être un autre temps clinique, entre autres en amyloïdose. Et puis, ben, une fois que le besoin a été établi, que la clientèle a été bien séparée entre la clinique d'insuffisance cardiaque et la clinique d'amyloïdose, mais là, et qu'on a vu que justement c'était un projet porteur, après ça, il y a une possibilité de rendre ça à même le temps clinique et donc de libérer les équipes pour d'autres projets. Mais il faut parfois faire certains sacrifices, il faut parfois réussir à être des bons vendeurs, encore une fois, auprès des administrations, puis démontrer c'est quoi les besoins et d'avoir un peu d'habileté en recherche pour justement faire une espèce de revue de la portée. On parlait tantôt le environmental scan, je pense que c'est important là, de pouvoir bien le nommer. Puis, tu sais, je pense qu'on a cette chance-là aussi d'avoir un champ de pratique très étendu. Alors, tu sais, c'est un peu être capable de démontrer pourquoi on a besoin de notre 20%. Donc, que ce soit dans des collaborations, dans des projets de recherche, comme Claudine mentionnait, ça, je pense que c'est important d'être co-chercheur dans certains projets de recherche. Moi, une de mes premières parties de ma pratique à titre de 20% qui a été un bon facilitateur, ça a été d'avoir mon statut de chercheur au CHUM. C'est pas nécessairement facile quand on n'est pas habitué à ça, là, mais tu sais, c'est de la formation super importante. Puis après ça, de fil en aiguille, je suis allé au comité de l'éthique de la recherche, puis je suis allé faire la révision des protocoles de recherche pour s'assurer que les consentements patients soient adéquats. Donc, tu sais, je suis scientifique au sein de ce comité-là. Parfois, c'est ça, c'est juste d'essayer de pouvoir démontrer un petit peu dans quoi on veut travailler, puis quand on a plein d'implications, à un moment donné, ben là, on démontre qu'on a besoin d'avoir ce 20%-là. Puis on n'a plus besoin de le justifier à chaque semaine ou chaque année, tant qu'on continue à être dans ces comités-là. Mais en effet, c'est un défi, puis je pense qu'il faut vraiment y réfléchir pour s'assurer qu'on perde pas ça, ou du moins que ça soit vraiment utilisé à son plein potentiel. Merci beaucoup, M. Marie-Tétro. Puis vous mentionnez justement le 20%, puis ça touche quelques questions qu'on a dans le chat, puis qu'on pourra peut-être revenir aussi. Tantôt, je me rappelle que Mme Rive-Dubois nous quantifiait un peu le temps, comment est-ce qu'il est censé être divisé un peu dans la semaine au niveau des différentes charges. Aussi, ce qu'on retient, moi, ce que je retiens de votre intervention, lorsqu'on parle que cette interrelation-là de la recherche et la pratique, et si je pense vous donner un exemple très, très concret où des IPS ont utilisé leurs compétences scientifiques en recherche au niveau de cette pathologie-là que vous nommiez pour finalement ouvrir une clinique spécialisée pour l'amyloïdose. Je vous mentionnais donc peut-être que ça leur a permis d'être, on pourrait dire, comme vous dites, des bons vendeurs, donc d'être capable de faire une bonne revue de la littérature, d'être capable de bien appuyer justement les besoins, de bien les documenter. Donc, ici, on a un exemple qui est assez concret. Je poursuivrai ce premier tour de table avec Mme Bicklin Nguyen. Oui, merci. Ben justement, moi, j'ai une particulière préoccupation pour le 20%. Tu sais, on parlait déjà que mes collègues ont donné cet exemple-là, comment ce 20%-là qui a été libéré a permis à des projets innovants qui ont servi finalement à la pratique. Mais j'ai cette préoccupation-là pour le futur que ce 20%-là finisse par finalement être aboli et qu'on s'en sert finalement pour dire aux IPS d'être exclusivement en pratique clinique, donc en soins cliniques directs, parce qu'on a des enjeux là, au niveau de l'accessibilité des soins, on a des patients qui attendent. Donc, ça, c'est une réalité qui peut être un très, très, très grand défi pour la recherche, parce qu'on sait la recherche, c'est chronophage, ça peut prendre du temps, des années avant de produire des résultats, ça demande beaucoup d'implication sur le terrain, alors que les enjeux, les urgences cliniques, un patient qui va pas bien, ça c'est tout de suite. Un labo qui est anormal, ça c'est tout de suite. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à comment on va pouvoir garder notre implication, notre valeur singulière comme IPS en recherche, impliquée dans la recherche, tout en préservant en fait l'offre de services qu'on offre à la population finalement. Fait que j'ai pas de solution, mais c'est une préoccupation que j'ai que finalement, ce 20%-là disparaisse. Ouais. Donc, c'est là du 20%, puis je pense que vous le mentionnez très bien, faire de la recherche, ça prend énormément de temps, ça demande d'implication, les résultats n'arrivent pas instantanément, puis malheureusement, entre-temps, souvent, on a des besoins qui sont très, très directs, très concrets, qu'il faut adresser. Donc, comment est-ce qu'on parvient un peu à jumeler les deux? Cette idée-là, peut-être que ce 20%-là, pour l'instant, il est là, mais que peut-être il ne serait pas toujours garanti si on n'est pas nécessairement en mesure de montrer la valeur ajoutée de ce 20%-là. Je finirai ce premier tour de table-là avec Mme Riou-Dubois.
Donc, j'aimerais juste clarifier pour être sûr, parce que on a probablement même des étudiants connectés sur la plateforme aujourd'hui. Alors, juste distinguer dans ce que moi j'avais fait comme topo qu'un professeur régulier à l'université, hein, on comprend que c'est un poste à temps complet. Et donc, oui, il y a un 40% en général dédié pour la recherche. Quand on parle du 20% pour les IPS, disons, en clinique, à temps plein, on va parler d'un 20% de développement professionnel. Là-dedans, hein, fait que donc, le 80% étant dédié à la pratique clinique, et puis, le 20% de développement professionnel, c'est là où ce qu'on serait supposé donc mettre à profit nos autres aussi compétences, bien qu'elles sont là aussi en pratique clinique. Donc, moi, ce que je veux dire à ce propos-là, donc dans ce 20%-là, en effet, on pourrait avoir du leadership, de l'enseignement, et donc de la recherche. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai pas les données actuelles. Mais je ne veux pas présumer aussi que c'est l'ensemble des IPS au Québec qui ont en effet ce 20%. Alors, moi, ce que j'ai vu passer, on a fait des enquêtes au Québec. On sait que la recherche est vraiment dans les petites grenailles là, de la fin, même Landry, Kilpatrick et les autres auteurs là, en 2020 ont fait une étude de temps-mouvement. C'est très, très, très minime, souvent très rapatrié aux questions cliniques. C'est très bien. Donc, il faut juste le rendre visible aussi que lorsqu'on fait des activités, par exemple, on se pose une question clinique, c'en est de la recherche. On peut le voir comme étant de la recherche. Donc, oui, c'est 20%, mais je ne crois pas que c'est à l'ensemble. Puis probablement, ça, c'est très anecdotique, c'est mon opinion, mais j'ai comme le sentiment qu'il est encore plus fragile en première ligne, justement, de par ce que tu avançais, Bécline, la pression. Puis elle est une pression légitime de prise en charge et tout ça, mais comment est-ce qu'on va être en mesure de préserver, oui, ce 20%-là, ou même de le négocier dans certains cas? Donc, au niveau des barrières, bien sûr, il y a ça. Et donc, je vous entendais tantôt aussi, moi, j'avais relevé le fait qu'on a besoin d'un temps dédié. Et même comme professeur, on se fait vite manger du temps un peu partout dans la recherche, l'accompagnement d'étudiants et la barrière étant du temps dédié, c'est pas facile. Et puis, les activités liées à la recherche demandent des journées que je dirais cérébrales. Donc, on n'est pas toujours en mode cérébral. Donc, ça, mais quand je vous ai entendu tantôt un potentiel de solution à ça, ou ce que je pense que c'est Emmanuel qui le disait, parce que les gens sont quand même capables peut-être de rassembler des journées et d'en faire c'est une semaine de recherche. Je trouve ça très intéressant comme solution. Très, très, très intéressant. Euh, Puis l'autre chose, c'est que même moi, comme professeur, ce qui est difficile parfois dans la recherche, c'est que les activités ne sont pas tant prévisibles. Donc, à un moment donné, on dit oui dans un projet, je vais faire telle rédaction, je vais faire ceci, cela. Et dans le cadre où ce qu'on a une clinique qui a lieu à chaque vendredi ou tout ça, puis là, OK, mais là, j'ai plus d'activités que je pensais, ça marche plus, je suis obligée. Bon, donc ça, la prévisibilité de la recherche, des fois, les projets vont s'extensionner, vont s'échelonner, il y a des, il y a des éléments qui ne sont pas sous notre contrôle, mais il y a parfois des temps où ça devient très, très, très intense en recherche si on veut être en mesure de participer à cette recherche. L'autre chose, puisque nous sommes une profession majoritairement de femmes, je pensais aussi la barrière étant quand même pour moi la condition féminine, elle peut être un plus comme elle peut être un moins, mais quand même euh, si on doit faire, parce que tantôt, ce que je vous entendais, hein, on doit peut-être commencer à faire, amorcer des projets pour montrer notre plus-value dans ces projets. Mais là, la deuxième question étant, OK, est-ce que ces IPS-là vont faire ça en surcroît de leur temps plein? Et si oui, tout dépendant des contextes familiaux, sociaux, puis là, c'est pas juste les enfants, ça peut être les membres de la famille qui sont malades, quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est à réfléchir. Je pense que ça aussi, ça peut participer. Puis, je terminerai quand même au niveau des barrières, au niveau puis là, je ne sais pas si peut-être un petit peu moins pour les IPS en pratique, mais encore, quand vous participez dans des projets de recherche avec des équipes,
c'est que, vous savez, en pratique clinique, on est très collégial, on travaille en équipe. Et la recherche, elle est comme un peu dichotomique. Elle a des discours un peu contradictoires. D'un côté, elle va nous dire travailler en interdisciplinarité, en collaboration, en travail d'équipe. Et d'un autre côté, quand on veut justifier ou évaluer ta performance en recherche, comme IPS, professeur et tout ça, on va être vraiment dans les notions de compétitivité et donc d'évaluation de l'individu lui-même. Puis ça, je trouve que cette espèce de paradoxe-là, il est très difficile, il peut être très difficile à naviguer quand même, puis probablement d'autant plus, tu sais, comme IPS. Donc, ça met quand même une pression, une grande pression. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des solutions? À mon avis, ben, vous en avez dit plein, mais je crois que se faire connaître, je pense que comme IPS, justement, là, on disait beaucoup, on est pionnière en clinique. Mais là, si maintenant on est des pionnières en recherche, faisons connaître qu'est-ce qu'on a besoin, quels sont les outils, quels sont vraiment nos rôles en recherche, donc se faire connaître à ce niveau-là. Euh, Moi, je dirais aussi respecter ses limites dans le cas où on est toujours comme en clinique, en recherche. Il y a un moment donné qu'on est obligé de dire non à certaines choses. Parce qu'il y a un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Donc, ça c'est une chose. Et puis, tantôt, je vous parlais de la progression de la compétence. Donc, à l'université, oui, tu sais, on s'en va beaucoup dans les lignes directrices, en effet, tu sais, des cas cliniques, on va poser des questions à nos étudiants, mais je crois qu'on devrait le voir dans un continuum, travailler, par exemple, avec la direction nationale, tu sais, pour avoir, OK, quels seraient les attendus? Les activités ou tout ça, des indicateurs de développement qui nous permettraient de voir puis d'envisager de façon concrète le développement de la partie recherche. Donc, ça peut être par des formations d'appoint euh, et même, je dirais, les solutions aussi d'avoir peut-être du financement particulier pour les infirmières praticiennes qui souhaiteraient faire des projets peut-être un petit peu plus locaux. Puis on part de là, puis on construit tous ensemble. Donc, ben, il y a plusieurs pistes de solutions pour ça. Oui. Merci beaucoup, Mme Dubois. On entend ici, bon, ce fameux 20%-là, donc, il n'est pas nécessairement, de ce qu'on entend garanti, il n'est pas nécessairement répandu à 100% des IPS présentement qui travaillent au Québec. Puis ce 20%-là, ça ne sert pas exclusivement directement à des projets de recherche, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent rentrer dans ce 20%-là. Puis vous mentionnez justement la prévisibilité de faire de la recherche. Donc, des fois, la recherche, en fait, souvent, la recherche, ça prend beaucoup plus de temps, puis il y a beaucoup plus d'imprévus qu'on pourrait dire qu'on avait prévu au départ. Puis cette idée-là aussi de conciliation des rôles familiaux, rôles professionnels. Donc, on a une vie à l'extérieur du travail. Puis à un certain moment, tantôt, même si on additionnait puis qu'on tombe à 100%, peut-être qu'éventuellement, on tombe plus à 120, 130 ou 140% de notre temps qui essaie de combiner tous nos rôles professionnels. Puis vous mentionnez certaines pistes, mettre ses limites, se faire connaître. Puis vous parlez également de la formation sur le plan de la recherche, puis aussi peut-être la création d'opportunités de financement spécifiques aux IPS ou à la réalité des, peut-être même des cliniciens chercheurs, des gens qui ont un rôle clinique, des gens qui ont un rôle en recherche comme les IPS. On serait maintenant rendu à la période d'échange pour ce deuxième thème-là. Donc, vous êtes encore une fois invité à poser vos questions directement à nos panélistes. Et pour l'instant, déjà, je laisserai la parole à Mme Claudie aussi. Oui, je vais peut-être juste ajouter très, très brièvement un peu deux autres leviers, je trouve, justement pour la contribution des IPS en recherche. La première, qui est souvent un peu passée sous silence ou incognito, mais la gouvernance infirmière, qui est très important, le rôle de nos gestionnaires. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des DSI qui avaient une forte gouvernance, donc qui croyaient justement à toutes les compétences de la pratique infirmière avancée chez l'IPS, qui l'ont valorisé. Mon chef actuel, c'est la même chose. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important puis qui peut aider. Si c'est un domaine qui est important pour vous, la recherche, que vous aimeriez exploiter, je pense que c'est quelque chose à explorer dans le futur milieu de pratique, dans la future équipe dans laquelle vous allez vous joindre. En entrevue, c'est pas juste vous qui avez à vous vendre, mais c'est aussi de demander est-ce qu'il y a une compatibilité, de demander c'est quoi votre positionnement par rapport à la contribution des IPS en recherche, par exemple, dans le milieu, si c'est pas quelque chose que vous sachez. Donc, je pense que pour faire un choix éclairé, pouvoir développer ses compétences infirmières, c'est d'avoir un match un peu aussi
aussi entre ces deux éléments-là. Donc, une gouvernance infirmière forte fait toute la différence. C'est pas vrai qu'en travaillant tout seul, on va arriver à défricher tout ça. Ça prend un travail d'équipe, une collaboration, et donc ça à plusieurs niveaux. L'autre élément aussi, Annie l'a bien mentionné tantôt, hein, au niveau, on est une profession à dominance féminine. On a aussi certaines reliques religieuses du passé, mais on a de la difficulté avec le rayonnement, les infirmières. Ça, c'est mon billet, c'est un point de vue, mais on fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais on a le syndrome de l'imposteur. Hein? On veut pas, ben non, mais je vais avoir de l'air. C'est plus de l'humilité rendu là, c'est un manque, je trouve, d'assertivité. Et ça nuit parce que quand Annie, Bicklin ou Emmanuel publient, donnent des conférences, ça donne l'image à la relève de dire, ben moi aussi je peux le faire, moi aussi. Donc ça donne des modèles. Par contre, si les modèles sont silencieux, c'est sûr que c'est difficile de se positionner. Dans la culture médicale, le rayonnement est très fort, c'est bien établi, il n'y a pas de honte associée à ça. Mais dans la culture infirmière, puis encore là, c'est juste mon opinion, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut mettre davantage de l'avant pour justement démocratiser, rendre accessible quelque chose qui nous semble inaccessible parce qu'on n'a pas de modèle, parce que donc je pense que c'est important à ce niveau-là. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Rossi. Puis je pense qu'il y a certains éléments que vous avez mentionnés que je vois dans les questions dans le chat, puis on va pas y revenir dans quelques minutes. Je laisserai la parole pour l'instant à M. Marie Détron. Moi, je pense, Claudie, qu'il faudra que tu fasses ton doctorat dans le rôle politique des IPS. C'est toujours. Non, mais c'est super important, je pense, que tu mentionnes. Puis, en effet, il faut être capable d'être vulgarisateur, d'être vendeur, de démontrer nos projets, puis elle est où notre plus-value. C'est sûr et certain qu'on en a une clinique. Puis maintenant, je pense qu'il faut aussi réfléchir sur la part hors clinique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis, tu sais, je pense pour les nouveaux, je veux essayer aussi d'amener quelques pistes de solutions qui seront peut-être pas les meilleurs pour combiner le travail et la famille, mais pour certains, ça peut aider. C'est le 40 heures comprimé en 4 jours qui de mon humble avis, est beaucoup plus preneur que ce que je pensais qu'il y aurait. Fait que, tu sais, ça donne une journée dégagée pour aider les tâches familiales, puis aussi certains projets subséquents qu'on peut faire en dehors de nos tâches dans notre milieu hospitalier ou notre GMF, pour dire quelque chose. Donc, c'est ça, je pense, c'est important. Puis, qu'est-ce que Claudie mentionnait aussi, là, quand on fait le choix vers où on veut aller travailler, mais je pense que là, le travail d'équipe, c'est super important. Tu nous, parfois, on est capable de se dire, ben écoute, là, moi, j'ai un tel projet, il est très, très chaud, j'aimerais ça pouvoir le faire. Puis parfois, on va se dégager entre collègues. Je vais faire un peu plus de clinique pendant une semaine ou deux, 3 semaines, puis ça va te permettre de pouvoir finaliser ça. Tu sais, je pense que ça, c'est aussi de pouvoir essayer de penser entre nous, c'est quoi les priorités des projets, puis comment est-ce qu'on peut s'aider là-dedans. Et aussi, tu sais, je pense que c'est aussi un rôle infirmier, puis ça, c'est mon humble avis, mais je pense on veut tous, on est tous dans le système de santé pour sauver le monde. Mais l'enjeu, le problème, c'est que parfois, quand on se crée des cliniques, quand on développe des milieux de pratique, ben, on crée une espèce de dépendance à la clientèle à nous. Alors, une fois, si on est les seuls dans une spécialité ou dans notre cohorte de patients, puis qu'on veut se décharger d'une journée de temps par-ci par-là, ben là, ça devient en effet un enjeu. Fait que, tu sais, il faut essayer de vraiment réfléchir à la caricature peut-être, c'est de ne pas tourner l'étage au complet ou de pas s'attendre, de pas créer une attente que ça sera fait là, quand on est seul. Parce que s'il y a un projet spécial que vous voulez contribuer un an après, parfois ça peut être dur de réinventer la roue. Mais bon, hein, c'est certain que je pense qu'on veut tous prioriser la clinique, puis c'est pour ça aussi qu'on a fait cette formation-là, puis parce qu'on voit les besoins criants de la clientèle, mais c'est ça. Faut essayer de appuyer, mettre nos pions aux bons endroits. Puis justement, dans le chat, présentement, il y a beaucoup de questions qui portent sur cette idée-là de dire, bon, tantôt on parlait de cette importance-là, peut-être que la recherche soit pas nécessairement cloisonnée à l'intérieur des murs des universités. Et il y a des gens qui se posent la question, bon, les gens, théoriquement, on pourrait dire sur papier, tout le monde est pour la recherche, il y a personne qui est contre la vertu. Par contre, de manière très, très pratique, très pratico-pratique, dans les milieux cliniques, comment est-ce que les IPS peuvent arriver à justifier auprès des gestionnaires la nécessité peut-être pour elles de s'impliquer à l'intérieur d'activités de recherche. Donc, il y a des gens qui disent souvent l'argument, l'équation un peu facile, c'est si les IPS s'impliquent en recherche, bien, ils vont y avoir moins de temps nécessairement pour les patients. Donc, quels seraient, d'après vous, un peu les pivots ou les arguments forts qui pourraient être utilisés auprès des gestionnaires pour vraiment montrer la valeur ajoutée des IPS de consacrer une partie de leur temps à des activités de recherche? Madame aussi.
Je pense que dans un premier temps, c'est d'établir la pertinence aussi, tu sais, parce que, bref, de répondre à un besoin aussi. Donc, je pense que, tu sais, Emmanuel l'a dit tantôt, de faire le scan, un peu, le voir un peu, si ça répond à un besoin de l'organisation. Tu sais, si tu arrives avec un projet qui est nullement dans les priorités organisationnelles, c'est sûr que tu risques de ramer un peu plus fort, tu sais, puis tu vas avoir besoin d'arguments qui surpassent le milieu. Peut-être ça va être un argument populationnel ou quoi que ce soit, mais je pense que pour mettre les chances de son côté, c'est vraiment de cibler un besoin qui est perçu de l'organisation, puis d'être capable de démontrer en quoi tu es la meilleure personne pour répondre à ce besoin-là ou que tu fais partie de la solution pour justement analyser puis intervenir sur cette problématique-là. Donc, je pense que ça serait des bons arguments pour démontrer donc la pertinence. Tu sais. Justement, tu sais, il y avait des discussions à l'effet, tu sais, 20 sort d'où 20 pourquoi 20, pourquoi pas 30, pourquoi pas 15? Tu sais. Bref, on est en train de tasser un peu ce chiffre-là, puis de parler plutôt d'activités non cliniques. Puis je pense, parce que, tu sais, effectivement, il y a peut-être des IPS qui eux autres veulent faire du terrain, tu sais, peu importe, mais bref, il faut l'articuler autour de la pertinence des activités non cliniques. Ça se peut que pendant un moment, on en fasse moins, un moment, on en fasse plus. Tu sais, donc, je pense qu'il faut vraiment rester, tu sais, on est beaucoup dans agir avec soin, choisir, bien choisir, tout ça, les soins, mais je pense que la pertinence demeure importante même dans les activités cliniques, mais non cliniques également. Donc, ce sera un peu la façon que j'aborderais ça auprès de l'organisation de mon côté. Merci beaucoup, Anna, moi aussi. Donc, il y a justement ces deux grandes dimensions-là. Donc, la pertinence du projet qui va être proposé, donc, en quoi est-ce que ça s'aligne avec les priorités de l'organisation. Puis, vous avez mentionné aussi rapidement un autre élément qui revient à d'autres questions qu'on a dans le chat présentement, qui est celui de dire que présentement, vous, en tant qu'IPS, vous êtes la meilleure personne peut-être pour mener à terme ce projet-là au sein de l'organisation pour répondre à ce besoin-là. Il y a des gens dans le chat qui se questionnent, je ne sais pas si Mme Dubois, c'est vers là aussi vous en allez peut-être. Il y a des gens qui se questionnent. Tantôt, M. Marié-Tétrault mentionnait, bon, il y a beaucoup d'IPS en début pratique qui vont peut-être se tourner davantage vers la recherche, on pourrait dire, médicale, donc, du cas, du moins sur le plan des congrès, des activités de formation qu'ils vont choisir. Puis il y a des gens qui se demandent comment est-ce qu'on fait cette distinction-là lorsqu'on est IPS entre peut-être, on pourrait dire, de la recherche infirmière et de la recherche médicale. Puis conjointement à ça, est-ce que dans les milieux, vous observez une forme de réticence ou de fermeture de la part des médecins? Est-ce que les IPS s'intègrent ou réalisent des activités de recherche ou vous sentez une belle collaboration avec la profession médicale pour que les IPS puissent occuper leur rôle à ce niveau-là? Je laisse peut-être la parole à Mme Liu. Je ne sais pas si c'est vers là que sinon. Bien, je voulais juste agir un petit peu pour la dernière intervention, là. Puis avant d'arriver vers la recherche, là, c'est-à-dire que moi, je poserais la question, puis je la pose à mes étudiants. Une pratique infirmière avancée, c'est pas tout le monde qui peut utiliser ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on dit avec les étudiants, ben, ça veut dire, les écrits nous disent qu'il doit avoir un grand apport, surtout chez les PS, mais aussi une infirmière clinicienne spécialisée, là, c'est en développement aussi au Québec. Donc, un grand apport, quand même un apport à la pratique clinique. Donc, c'est ce qui semble distinguer. Donc, la question qui tue maintenant, une IPS qui ne ferait que de la pratique clinique et qui ne mobiliserait pas les autres compétences, dont celle de recherche, est-ce qu'on pourrait, en théorie, dire qu'elle est une infirmière de pratique avancée? Alors, sous cet égard-là, ça devient un égard très politique, identitaire. On peut aller auprès de nos gestionnaires et avoir ce questionnement-là, peut-être pas aussi saillant là, et tranchant, mais c'est un petit peu ça, de faire réfléchir peut-être les gens à cette contribution-là, donc cette distinction-là. Puis je crois que quand même, ça revient à la pertinence aussi ou la contribution valorisée, désirée de l'IPS dans notre système de santé actuel. Donc, c'est un petit peu mon topo. Je m'excuse d'avoir brisé de... Pas du tout. Merci beaucoup, Mme Ridur, pour votre intervention. Puis on entend ce questionnement-là autour du rôle au sein même de la société de l'IPS. Donc, qu'est-ce qu'on veut d'une IPS exactement? Je laisserai déjà la parole à M. Marié-Tétrault et ensuite Mme Nguyen. Donc, je ne me rappelle plus exactement de la question. Je l'ai pas vu dans le chat passer, alors je vais essayer de répondre malgré tout. Je pense que
il faut vraiment essayer avant tout d'y aller avec les besoins des unités pour ce qui était la question. Tu sais, et des gestionnaires. Si je reviens avec ça, moi, mon projet doctoral, c'est évidemment mon intérêt là, et aussi ça donne que c'est l'intérêt des gestionnaires. Donc, j'ai pas eu d'enjeu à ce niveau-là pour être déchargé ou avoir du soutien des équipes, mais c'est de quantifier comment une intervention peut diminuer les hospitalisations en termes d'événements, mais en termes aussi de coûts. Alors, c'est certain que, puis les données montrent que ça diminue d'habitude de 30 à 50 là, sur lequel je suis en train de travailler. Donc, c'est sûr que ça, quand on arrive près de nos gestionnaires, c'est des projets porteurs. Puis, tu sais, au CHUM, juste pour revenir un petit peu sur ça, on a la chance d'avoir plusieurs gestionnaires qui sont aussi des chercheurs professionnels de la santé. Donc, tu sais, c'est une ouverture incroyable qu'on a de la part de cette équipe-là. Puis, je pense que c'est aussi ça là, qu'il faut réfléchir, c'est de voir que si on veut améliorer les soins, il faut qu'il y ait une part de la recherche. Pas 100%, mais je pense que chacun peut y apporter de certaines façons. Puis quand on pense, exemple, à améliorer les équipes, ce que je fais un petit peu du pouce sur ce qu'Annie a mentionné, il doit y avoir une part de pratique infirmière avancée. Et puis, je pense que les IPS, on doit être, nous, au CHUM, on a ce qu'on appelle les quatuors, donc les infirmières-chefs, mais aussi les médecins, les IPS, les conseillères. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de retravailler ensemble pour améliorer les processus, améliorer les ordonnances collectives, améliorer les formations. On a un bassin de connaissances incroyable qui doit être mis à profit là-dedans pour soutenir les équipes. En dehors de juste être d'avoir l'expertise clinique aussi. Alors maintenant, quand on pense à l'ouverture que les médecins peuvent avoir sur l'aspect de la recherche, moi, ça n'a jamais été un enjeu dans nos équipes. Puis je pense qu'on a une voie complètement différente qui est une vision holistique des patients qui est très appréciée par les médecins. J'ai la chance d'avoir comme co-directrice Marie-Pascale Paumier, qui est co-directrice du Centre d'excellence du partenariat patient. Tu sais, je pense qu'il faut penser à ces manières-là aussi qu'on peut intégrer les patients, leur voix et leur partenariat quand on pense à des projets de recherche, mais aussi à des trajectoires nouvelles de soins qu'on veut développer sur des unités. On n'a pas besoin d'avoir des publications nécessairement pour dire qu'on fait de la recherche ou on fait de l'amélioration continue là, des soins. Là. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut essayer de vendre puis démontrer aussi aux équipes médicales et à nos gestionnaires. Je pense que c'est à peu près la même chose. Merci beaucoup, M. Marie-Tétrault. Je laisserai déjà la parole à Mme Nguyen. Moi, c'est peut-être un peu surprenant ce que je vais dire, mais la résistance que j'ai observée pour ma part dans ma pratique venait pas tant des médecins, au contraire, les médecins que j'ai côtoyés avaient été exposés à la recherche, étaient eux-mêmes chercheurs, donc avaient déjà fait un PhD, donc au contraire valorisaient cette recherche-là. Mais la résistance que j'ai pu des fois rencontrer provenait des fois du milieu de la gestion. Quand, par exemple, on a des gestionnaires qui valorisent pas autant que nous la recherche, moi, je trouve que c'est là des fois, on peut avoir des situations où la recherche est un peu moins valorisée et donc un peu moins encouragée. Et tout vient aussi du fait que de la compréhension des gestionnaires du rôle de pratique infirmière avancée. Donc, on a des excellents gestionnaires qui sont pas nécessairement IPS, mais qui ont une volonté de comprendre puis de vraiment bien nous intégrer et bien faire en sorte qu'on se développe dans notre rôle complet là, de pratique infirmière avancée. Donc, comme Annie disait, là, le rôle complet, donc l'ensemble des compétences en pratique infirmière avancée. Mais je pense que plutôt on parlait du rôle des universités là, en lien avec la recherche. Moi, je pense qu'il faut continuer d'exposer les étudiants à la recherche, parce que ces étudiants-là vont devenir donc des gestionnaires, des formatrices dans le réseau de la santé, donc être plus exposés. Donc, ouais. Non, mais côté médical, moi, j'ai pas rencontré de résistance. Puisque vous dites déjà, Mme Nguyen, M. Marie-Tétrault, ça rejoint quelques commentaires dans le chat. Donc, il y a des gens qui disent que c'est important de s'assurer que l'interlocuteur ou peut-être le gestionnaire comprenne bien le rôle de l'IPS, de ne pas prendre pour acquis que ces personnes-là saisissent nécessairement ce que représente un rôle en pratique avancée. Puis vous mentionnez aussi cette importance-là peut-être de diffuser, de se faire connaître, Mme Nguyen. Puis il y a des gens qui mentionnent aussi que souvent les implications sont trop souvent invisibles pour les IPS ou peut-être même pour les infirmières en général. Je laisserai la parole à Madame aussi. Oui, donc ben c'est ça, moi non plus, au niveau médical, il n'y a pas nécessairement la seule barrière peut-être que je vois, des fois, c'est plus la méconnaissance du rôle. Donc, tu sais, je pense qu'Annie l'a bien mentionné tantôt, il y a une différence entre un rôle infirmier en recherche, tu sais, qui fait la collecte de données, etc., versus un rôle IPS. Moi, c'est souvent ce que je vois, les IPS qui se mettent dans un rôle d'infirmière. Donc, encore cette transition-là de rôle qui s'arrime pas.
Puis je condamne pas ça, mais je pense que de la part des médecins, ça peut engendrer une confusion aussi par rapport à ce que l'IPS peut apporter. Donc, c'est vraiment peut-être de s'assurer, est-ce que je suis la bonne personne? Tu sais, utiliser les bonnes ressources, hein? Donc, est-ce que ça peut être une infirmière qui fait le travail de la collaboration qui est souhaité? Donc, c'est toujours de clarifier. C'est comme qu'on intègre un nouveau rôle IPS sur une unité de soins ou peu importe. C'est toujours de s'assurer que est-ce que l'IPS est le bon professionnel de la santé à positionner là? Donc, même chose au niveau de la recherche, c'est de ne pas retomber dans un rôle infirmier, mais vraiment plutôt de se positionner en tant que infirmière de pratique avancée. Donc, moi, c'est plus ça que j'ai vu au niveau médical, c'est cette méconnaissance, incompréhension-là ou confusion de rôle qui est peut-être parfois aussi un peu entretenue par nous aussi. Donc, je pense que c'est ça qui est important aussi de pas d'occuper pleinement son champ de pratique. Voilà. Donc, c'est là encore de méconnaissance que les gens peut-être connaissent tout simplement pas très, très bien tout ce qu'une infirmière en pratique avancée comme une IPS peut faire. Je laisserai pour une dernière intervention pour ce thème-là, Madame Rioux-Dubois. Donc, je ne sais pas si je me rappelle très bien de la question, mais je voyais peut-être peut-être pas une dichotomie, mais tu sais, on parlait j'ai accroché sur recherche médicale et recherche en sciences infirmières. C'est là-dessus que j'ai accroché. Et là, ça revient, hein? OK, maintenant, OK. Moi, je dirais, là, l'infirmière praticienne doit participer à des recherches. Puis là, parce que quand on commence à faire, en effet, pertinent pour la pratique infirmière avancée, donc il y a un côté disciplinaire. Mais par contre, tu sais, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Tu sais, je me disais, ben maintenant qu'on a beaucoup des recherches interdisciplinaires, l'IPS va être interpellé pour donner un axe de sa discipline pour ce phénomène-là qui est étudié, tu sais. Donc, mais la retombée elle-même, elle peut être un peu plus populationnelle. Tu sais, elle n'est pas toujours disciplinaire stricte pour les infirmières. Fait que ça, c'était une réflexion. Puis l'autre réflexion, c'est quand on parlait de recherche médicale infirmière, bien, ça revient encore à l'identité des IPS, OK? Où ce qu'on dit, bien, est-ce qu'elle est du domaine médical, du domaine infirmier? C'est une hybride. Alors, même là, dans la recherche, ça peut peut-être participer à des incompréhensions, la place qu'on veut occuper en recherche. Est-ce que c'est une recherche médicale? Ah, ben là, je peux peut-être pas tant m'y associer. Est-ce que je peux m'associer à une recherche infirmière? Est-ce que finalement, je fais les deux? Fait que ça, c'est une réflexion qui est intéressante à avoir pour nous et possiblement, possiblement un intérêt justement pour développer un créneau qui est plus précis pour les IPS. Ça peut être des communautés de pratique. Et puis, quand on parlait du financement, aussi un financement qui est peut-être plus ciblé. Tu sais, autre chose que j'entendais dans recherche médicale, recherche infirmière, est-ce qu'on veut parler peut-être des cadres théoriques qu'on va utiliser dans nos recherches? Moi, j'ai fait un PhD en sciences infirmières et parfois, je m'en vais chercher ailleurs dans une discipline, disons, mon corps théorique venait de la sociologie. Donc, il y a ça aussi, mais non, c'est toutes des réflexions à amener de l'avant. Puis bien sûr, tu sais, il y a quand même cette transition, on le voit aux États-Unis un petit peu, où ce qu'on veut donner un petit peu plus de place à la recherche IPS. Ça s'est formalisé certaines fois par des formations d'appoint, tu sais, des doctorats cliniques. Donc, il y a tout ça. Puis je pense que probablement que l'avenue des doctorats cliniques est peut-être probablement pour bien asseoir une discipline qui est entre deux, qui se trouve à être comme un hybride. Donc, ce sont les tendances actuelles. Merci beaucoup, Madame Rioux-Dubois. Puis on dirait ce que moi je retiens de ce thème-là jusqu'à maintenant. J'apprends peut-être, je pense, les propos de Madame Roussy tantôt, donc peut-être aussi des autres panélistes, d'être capable de bien justifier, de bien appuyer un peu la pertinence, par exemple, des projets qui pourraient être proposés par les IPS ou la pertinence de l'implication des IPS sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche, d'être capable de montrer quelles sont les meilleures personnes pour le faire. Puis au-delà peut-être de cet étiquetage-là, qui des fois peut être un peu simpliste ou réducteur de dire c'est de la recherche infirmière ou c'est de la recherche médicale, mais d'être capable au-delà de ça, de montrer que les projets que les personnes veulent entreprendre, que leur contribution à ce niveau-là, elle a une pertinence clinique pour les patients, pour l'amélioration des soins de santé. Et les gens ne la font pas exclusivement
pour eux-mêmes ou pour, on pourrait dire de manière très, très simpliste, améliorer la discipline en tant que telle. Oui, peut-être qu'à un certain niveau, il peut y avoir un développement des connaissances scientifiques pour la discipline en tant que telle, mais c'est avant tout et surtout pour l'amélioration des soins des patients. On serait maintenant rendu au dernier thème de notre panel, soit les perspectives d'avenir concernant la contribution des IPS en recherche. Donc, notre regard se porte maintenant vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'on se souhaite? Donc, comme je vous le disais au tout début du panel, on a aujourd'hui des personnes d'un peu partout au Québec qui nous écoutent, des milieux cliniques, des milieux académiques, de la gestion. Donc, qu'est-ce que vous entrevoyez comme prochain grand défi et qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes en situation de pouvoir ou en situation de décider qui nous écoutent en ce moment pour aider les IPS à surmonter ces défis-là et à occuper pleinement leur rôle en recherche? Et je commencerai cette fois-là par M. Marié-Tétrault. J'étais en train de faire ma liste d'épicerie. C'était long, désolé. Alors, c'est en effet hein, un grand défi. Puis moi, ce que je nous souhaite à tous et à toutes, plus particulièrement à toutes, c'est vraiment que le rôle IPS soit encore en super grand escient dans les prochaines années, parce que je pense qu'on a la chance de pouvoir faire un changement important dans les pratiques, dans le réseau de la santé. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à exponentialiser le nombre d'IPS au Québec. Puis je pense que ça va nous permettre d'avoir, par le fait même, une stabilisation des IPS dans les équipes de soins. Parce qu'on voit souvent ça là, en ce moment. Les équipes de soins, quand il y a une première IPS qui arrive là, c'est parfois difficile parce les gens connaissent pas nécessairement le rôle. On en a parlé et tout ça. Fait qu'une fois qu'on a une, deux, trois IPS dans une unité ou dans un département, mais là, à ce moment-là, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on peut avoir de la collaboration intra-équipe, puis après ça, on peut monter des projets. Je pense que ça va être important de réfléchir. Je ne vais pas faire trop de politique aujourd'hui, c'est Claudie qui est bonne là-dedans, mais je pense qu'il faut réfléchir à vraiment comment est-ce qu'on peut développer un rôle pour les IPS, autant en recherche, mais aussi en enseignement. Parce que si on veut que les IPS deviennent en nombre encore plus avancé, ça va être important d'asseoir ce rôle-là. Mais c'est pas tous les IPS qui veulent faire de la recherche non plus. Il y en a plusieurs qui veulent faire de l'enseignement. Je l'ai vu un petit peu dans le chat. Alors, il faut réfléchir à des rôles hybrides, clinique-enseignement, mais aussi des rôles hybrides de clinique-recherche. Je pense que ça sera un truc important dans les prochaines années. Puis qui existe aussi, là, quand on pense aux médecins chercheurs, ben ça, ils ont évidemment beaucoup plus d'expérience, évidemment avec leur rôle qui a été développé depuis bien plus longtemps que nous, mais cette espèce de rôle hybride-là, de clinique, de recherche, d'enseignement, ça, c'est acquis chez eux et j'espère qu'on va pouvoir développer ça de notre côté. Alors, je ne vais pas trop en parler, ou puis je prendrai un deuxième round, mais je pense que faut vraiment réfléchir à l'effet de levier qu'on peut avoir avec notre pratique et pour faire vraiment avancer ça avec notre nombre. Merci beaucoup, Marie-Tétrault. Monsieur Marie-Tétrault, donc vous mentionnez justement l'augmentation du nombre d'IPS qui pourrait amener une certaine forme de stabilisation dans les équipes qui pourrait peut-être faciliter justement leur implication dans la recherche ou l'utilisation de leurs compétences scientifiques. Et peut-être, on ne sait pas, la création de nouveaux rôles hybrides qui permettraient aux IPS également d'avoir un rôle pas nécessairement en recherche, mais peut-être même, pas nécessairement juste en recherche, mais peut-être même en enseignement. Je laisserai la parole à Madame Nguyen. Oui, Emmanuel, ce que tu dis, c'est de la poésie à mes oreilles. Tu devrais faire plus de politique. C'est vraiment parfait. Je dirais exactement la même chose que toi. Effectivement, euh, on a de grands besoins d'avoir plus d'IPS là, dans notre réseau de la santé. Puis pour avoir plus d'IPS, ça prend plus de professeurs, plus de relève professorale, autant IPS qu'en sciences infirmières. Ça peut être un défi aussi pour les sciences infirmières de former des professeurs, par exemple, qui font des études doctorales. Mais donc, c'est ça. Moi, je crois vraiment à notre rôle. Je pense qu'on a une vision qui est singulière. Donc, il faut continuer à investir dans les efforts pour former la relève et former la relève professorale. Puis moi, très personnellement, à ma situation, c'est sûr que je me demande comment plus tard je vais réussir à être chercheuse, professeure, tout en maintenant mon permis de pratique. On sait que c'est 1300 heures dans les 4 dernières années. Donc, ça représente plus ou moins une journée de semaine, une journée par semaine de pratique et ou enseignement direct aux IPS.
c'est nécessaire pour moi aussi de garder cette pratique-là. Je veux la garder. Je ne sais pas comment je vais faire pour être compétitive. Dans mon dossier recherche, on parlait de la compétitivité, Annie, hein, plus tôt. Donc, comment c'est possible pour une IPS de rester compétitive dans un dossier de recherche, sachant que nos dossiers académiques, nos dossiers sont évalués pour des subventions de recherche? Donc, je sais pas, Annie, avec ton expérience, peut-être tu pourras m'en dire un peu plus. Mais c'est ça, c'est des questionnements que j'ai et je me demande vraiment comme le futur, comment il va se déployer là, devant nous. Il y a de plus en plus d'IPS aussi qui veulent faire des études doctorales. Donc, je pense que les universités, le ministère, les établissements de santé doivent réfléchir conjointement à ça. Ouais. Merci. Malgré, puis vous touchez à quelque chose de quand même assez important aussi, puis qui avait été mentionné tantôt, puis dans les questions, on pourra y revenir, parce que je pense que c'est une préoccupation de beaucoup de gens, donc de combiner ces différents rôles. Donc, vous parlez du rôle du clinicienne-chercheuse, qui vient aussi des fois avec, on pourrait dire, des critères très, très clairs sur lesquels on va être évalué, on pourrait dire sur le plan de notre performance. Il y a peut-être une réflexion à avoir autour de ces rôles-là pour comment est-ce qu'on peut faire aussi pour pas mettre les personnes d'emblée peut-être dans une situation d'échec ou dans une situation où ça va être très, très, très difficile pour elles de pouvoir maintenir un peu, on pourrait dire, le standard auquel on s'attend. Je laisserai cette fois-là la parole à Madame Riou-Dubois, justement. Et ça tombe à point. Donc, en effet, moi, je pense qu'avec la masse critique dont tu parlais, Emmanuel, il y a aussi une émergence de divers statuts d'emploi et d'activités en recherche. Je vais vous les nommer, là, comme ça, là, c'est ce qui m'est venu à l'idée. Donc, un professeur régulier comme moi. Alors, je pourrais dire un petit peu à Becklin où est-ce qu'on peut, en effet, greffer peut-être de la clinique, mais moi, ça en est un problème là, pour moi à l'heure actuelle. Je vous partagerai. Vous avez les professeurs cliniques maintenant. Hein? Donc, des professeurs cliniques qui sont 50-50, donc à l'université, en clinique, c'est vraiment pensé ainsi. Euh, Nous, par exemple, je ne sais pas, là, je vais parler pour le réseau des universités du Québec. C'est pas formellement un 50-50 qui était, mais on a des positions à temps partiel. Donc, l'IPS, professeur, clinicienne, vient faire un 50% avec l'université, puis après ça, décide de faire le reste là, comme elle le souhaite. C'est pas facile tout ça. T'sais, on l'entend, c'est pas facile. Après ça, on aura probablement une évolution des IPS avec des doctorats peut-être même cliniques. Quelle est la place qu'on va leur donner à ce moment-là? Est-ce qu'on va avoir des IPS chercheurs dans nos 6 SIUS ou bon, l'établissement va changer là, sous peu, là. Bon, mais à quoi on va penser? Et puis, je veux laisser une grande place à nos IPS cliniciennes. On l'a dit depuis tantôt, il est possible d'être une IPS clinicienne et de faire plusieurs activités en recherche. On a parlé de la diffusion et donc, il ne faut pas minimiser cet apport-là, il est très important. Donc, moi, pour chacun de ces statuts-là, j'aimerais qu'on formalise les mandats, les attentes. Déjà là, ça serait vraiment parce que l'intensité de contribution en recherche va être différente selon ces divers statuts-là. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, tu sais, pour un professeur clinicien qui va peut-être avoir, lui, 10% en recherche, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas changer justement les critères sur lesquels il va être évalué? Ce professeur clinicien-là va probablement pas piloter des grands projets d'envergure. Il a 10% de son temps dédié à la recherche, mais il va peut-être participer à un ouvrage collectif, un livre clinique. On en a besoin au Québec, on a besoin, tu sais, ça en est aussi de la recherche. Alors, ça serait intéressant d'avoir vraiment des attentes très fiables. Puis, l'autre questionnement que j'ai à l'heure actuelle, c'est l'évolution, où est-ce que l'évolution du rôle va nous mener pour la recherche? C'est-à-dire que maintenant qu'on va, puis on en a par touché un petit peu là, mais maintenant qu'on va enlever les balises ou des balises, par exemple, les PL seront peut-être en mesure tu sais, de s'impliquer un petit peu avec des patients atteints de santé mentale. Donc, quand on enlève ces barrières-là, est-ce que le système, les décideurs, les dirigeants vont peser sur le piton de on accélère la pratique clinique ou bien on tente
on tente de diversifier le rôle. Donc, qu'est-ce qu'on tente de faire? Tu sais, est-ce qu'à ce moment-là, ben là, on va être plus encore en prise en charge, puis là, moins en mesure de faire ce 20 comme Bicklin, je pense, le disait. Donc, ça, c'est une réflexion qui est intéressante à avoir également. Puis oui, c'est sûr, là, tu sais, si je peux répondre peut-être à Bicklin là, sur les notions du celui qui a choisi d'être un professeur régulier, puis lui, son problème, c'est qu'il peut faire de la recherche, mais puisqu'il est IPS ou elle est IPS, doit aussi greffer ses heures cliniques pour le maintien de son permis de pratique. Alors, au Québec, on conçoit quand même que les heures qui sont dédiées à l'enseignement des IPS sont des heures IPS. Alors, il y a ça. Euh, Malgré cela, une IPS qui est qu'un professeur va dire, ben, je peux peut-être pas juste m'arrêter là. Et c'est là où ce que nous-mêmes, dans nos universités, il faut avoir des conversations avec nos dirigeants pour dire, ben, où est-ce que je vais mettre ça? Donc, il y a trois options. Un milieu clinique pourrait décider, par exemple, de payer vos heures et puis vous mettez ça en dégagement d'enseignement. Donc, au lieu d'enseigner, disons, 4 cours, vous enseignez 3 cours parce qu'il y a un cours qui est payé par cet employeur-là. Vous pourriez déterminer que vous faites, dans votre 10% de services à la collectivité, vous allez vous prêter à un milieu clinique, puis vous allez faire du bénévolat parce que, dans le fond, c'est l'université qui paye ces heures-là de service à la collectivité. Donc, moi, j'avais choisi ça. J'avais choisi de faire des heures bénévoles dans une clinique en Ontario, ce que je continue de faire. Puis, il y avait une troisième option, mais on dirait que je l'oublie momentanément. Mais c'est possible, mais c'est pas. OK, la troisième option étant, dans certaines conventions collectives des professeurs, parce que vous savez, hein, dans les universités, on a d'autres types de cliniciens, les médecins, on a des psychologues qui doivent tu sais, se maintenir à jour. Donc, il y a toujours, pour nous, il y a une petite clause qui nous dit que oui, en effet, on pourrait faire des heures rémunérées, mais selon un certain barème, des conditions très balisées. Alors, il y a ces trois options-là à l'heure actuelle que je vois là, pour les professeurs réguliers. Merci beaucoup, Mme Dubois, pour votre intervention. Donc, à un niveau peut-être, oui, on pourrait dire académique, professoral, il y a un besoin de formaliser quelque chose en ce moment parce qu'il y a un flou qui perdure puis qui fait peut-être que justement les gens qui sont un rôle de clinicien sont peut-être désavantagés ou dans une position un peu injuste. Et il y a aussi ce message-là qu'on entendait au tout début de dire que les IPS en recherche, c'est pas exclusivement l'affaire de faire un doctorat ou d'aller après ça dans un rôle de professeur, mais il y a une possibilité de s'investir en recherche puis d'utiliser ses compétences scientifiques dans les milieux cliniques. Pour finir ce premier tour de table-là, je laisserai la parole cette fois-là à Mme Cloutier aussi. Oui, ça, ben là, comme tu as mentionné, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben là, je vais en profiter. Je pense qu'Annie a bien mis la table tantôt, puis c'est un point moi, j'en parle depuis 2016, fait que c'est un souhait, même 2014, je dirais, mais bon. Mais c'est vraiment, tu sais, aux États-Unis, ils sont rendus à 385 000 IPS. On parlait de masse critique tantôt. L'équivalent au Canada, on se situerait autour de 38 000 IPS. Les recensements ont environ 9 000-ish. Donc, on s'entend que, si je pense d'avoir une vision aussi de comment positionner ce rôle-là, comment le développer. Fait que je pense que là, on a le vent dans les ailes, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête rendu en 2025. J'espère que ça va continuer de cette façon-là, parce que clairement, aux États-Unis, on voit que l'expérience au niveau de l'accès et tout ça, les études avec les IPS américaines, ben, ça marche, c'est vraiment très efficient pour le réseau de la santé. Une autre chose, on a parlé tantôt de DNP, de doctorat clinique et tout ça. Moi, si j'ai une baguette magique, actuellement au Canada, il n'y a pas d'offre de formation francophone pour quelqu'un qui voudrait aller faire un DN ou un DNP. Donc, il y a des DN en Colombie-Britannique, des Doctorate of Nursing en Ontario, il y en a en Alberta. Mais actuellement, il n'y a pas d'offre de formation francophone. Donc, moi, c'est vraiment le souhait qu'on ait le même accès, on parle français ou anglais, qu'on puisse avoir accès à ce domaine d'études-là. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le doctorat clinique, le Doctorate of Nursing Practice, ben, c'est vraiment plus axé sur le transfert de connaissances, quelque chose de plus clinique que académique ou théorique au niveau ou de développer de nouvelles connaissances. Donc, je trouve qu'il y a une belle complémentarité puis il y aurait des magnifiques collaborations à faire entre des PhD
DNP et des DNP à ce moment-là. Par exemple, Annie a mentionné, puis il y en a plusieurs autres barrières mentionnées. Hein, c'est quoi la place, la reconnaissance aussi de cette formation-là? C'est le fun de faire la formation, mais après ça, est-ce qu'elle est reconnue? Et aux États-Unis, le défi auquel ils se heurtent actuellement, c'est que aux États-Unis, ils sont ambitieux, ils ont décidé, ils ont la masse critique, nous, on n'est vraiment pas rendu là, mais ils visaient que le DNP soit la norme d'entrée en pratique d'ici 2025. On s'entend, nous, on n'est pas rendu là du tout, du tout. Mais juste d'avoir accès à une formation complémentaire, on le sait, il y a des gens actuellement qui font peut-être un PhD, qui auraient aimé faire un DNP, mais c'était pas possible. Donc, il y a peut-être des gens actuellement qui se limitent à faire des études parce que ça n'existe pas en ce moment. Au Canada, ça coûte environ 20 000 pour un DNP. Puis un DN, puis aux États-Unis, on est rendu à 85 000. Donc, tu sais, il y a un défi aussi d'accès à ce moment-là, cette formation-là, puis évidemment de reconnaissance. Donc, aux États-Unis, en ce moment, les IPS se font former au DNP, mais lorsqu'elles arrivent dans les milieux cliniques, elles n'ont pas ce temps dédié-là. Donc, au final, ils ont de la difficulté à mesurer l'impact pleinement de cette formation-là dans la pratique clinique parce que leur champ de pratique, une fois dans le milieu, est restreint. Donc ça, c'est malheureux parce qu'après ça, c'est plus difficile un peu d'argumenter sur l'efficience d'une formation post-maîtrise. Par contre, je pense vraiment que si éventuellement cette offre de formation-là arrive au Québec, il faudra rapidement mesurer avec des indicateurs l'impact direct justement de cette formation supplémentaire-là sur le réseau. Donc, voilà. C'est tout. Tu me dis une baguette magique, fait que j'ai essayé. Donc, voilà. Donc, peut-être la création au Québec d'un nouveau programme de formation au niveau doctoral. Donc, on entend qu'il existe ailleurs présentement. Puis, si jamais ce programme-là, il est créé, pas nécessairement juste de le créer puis de s'arrêter là, mais aussi super important de mesurer l'impact, la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça peut donner exactement d'avoir des IPS qui sont également formés au niveau doctoral. Merci beaucoup pour ce tour de table. On a plusieurs questions qui sont entrées dans le chat, puis je vous encourage à continuer à poser vos questions à nos panélistes. Il nous reste environ 20 minutes d'ici à la fin du panel, donc vous pouvez poser vos questions. Une des questions qui arrive, justement, vous me parliez tantôt de projets inspirants, de personnes inspirantes, et il y a une question qui vient qui dit, si par exemple, je suis dans un milieu où on va le dire comme ça, j'ai pas nécessairement accès aux infrastructures de recherche ou j'ai pas nécessairement accès à des personnes inspirantes pour me mentorer, pour me guider en recherche. Vers où est-ce que je peux m'orienter peut-être pour trouver un mentor ou pour trouver une structure pour me guider, me soutenir, m'inspirer à faire des projets de recherche à titre d'IPS? Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Monsieur Marie-Tétro? Écrivez-nous avec plaisir. Je pense qu'on est tous ici pour le mentorat, pour soutenir les équipes qui existent. Puis je ferai un petit peu aussi du pouce là-dessus. Je pense qu'on a eu la chance dans les dernières années d'avoir une stabilisation aussi des équipes de soutien aux IPS, l'ouverture des postes de conseillers cadres, donc l'ODIA, l'arrivée des chefs IPS, là maintenant justement l'arrivée des professeurs adjoints ou agrégés cliniques qui va avoir de plus en plus dans les milieux. Donc, tu sais, je pense qu'on faut connaître ces gens-là dans nos milieux, dans nos CIS, dans nos CIUS. Les coordonnatrices de recherche, peut-être anciennes infirmières qui existent dans vos milieux, mais il y en a de plus en plus. Je fais juste continuer aussi, je fais un petit peu de pouce avec la baguette magique toujours. Tu sais, j'espère qu'un jour, on aura peut-être aussi des équipes de recherche un peu plus grandes pour la pratique IPS. C'est sûr que sur lesquelles des IPS pourront se greffer. Tu sais, une des solutions là-dedans, c'est si évidemment il y a des professionnels de recherche qui existent avec des équipes de recherche, bien, ça permet qu'une IPS qui a peut-être moins de temps disponible pour la recherche puisse quand même être impliquée, mais qu'elle ne fasse pas de la collection de données, qu'elle ne fasse pas le suivi là, régulier des patients, puis qu'elle soit juste là si jamais il y a des enjeux précis. Là. Alors, voilà, c'est ce que j'espère. Et si on n'a pas le DNP, ben, peut-être aussi des fellowships de recherche. Alors, mais je retiens, là, je pense qu'il va falloir qu'on se mette sur le travail des communautés de pratique IPS là, en recherche. Alors, on va essayer de travailler là-dessus, peut-être avec le RISIC après. Là. Peut-être que justement votre appel aujourd'hui va être entendu, peut-être formaliser davantage cette communauté de pratique-là pour les IPS en recherche. On entend aussi cette idée-là de contacter les gens, donc de parler de vous, peut-être même d'autres personnes qui sont en recherche, de les contacter directement pour voir quel soutien ces gens-là pourraient donner. Puis à un niveau peut-être plus organisationnel,
de permettre aux IPS qui veulent s'impliquer en recherche d'avoir un soutien peut-être beaucoup plus pratique, par exemple de la part de professionnels ou de coordonnateurs de recherche, pour leur permettre peut-être de guider au jour le jour la réalisation des études cliniques quand que les IPS sont en pratique clinique à ce moment-là. On a d'autres questions qui sont venues dans le chat. Cette idée-là que on l'a mentionné à plusieurs reprises pendant le panel. Je pense qu'il y a beaucoup de participants qui ont envie un peu de tout faire, de toucher un peu à tout, de faire de la recherche, de faire de la clinique, de faire peut-être l'enseignement universitaire, de mentorer. Puis, il y a des gens qui se posent la question à un niveau plus personnel, qui ont de la difficulté à déterminer où est-ce qu'ils pourraient s'investir, comment est-ce qu'ils pourraient faire peut-être pour ajouter un nouveau rôle, une nouvelle corde à leur arc sans peut-être se sentir déstabilisés ou aller dans un milieu ou dans un domaine qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, on pourrait dire au départ. Donc, ça fait toujours un peu plus intimidant d'essayer de mettre un nouveau chapeau, un nouveau rôle. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes-là, peut-être des IPS qui connaissent davantage un rôle clinique, puis qui seraient intéressés peut-être à faire des premiers pas un peu plus formels, on pourrait dire, sur le plan de la recherche, de l'enseignement universitaire ou d'autres rôles que les IPS pourraient vouloir prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes-là? Madame Rieux-Dubois. Bien, je pense que c'est ça, tantôt, je parlais d'être réaliste, hein? Donc, je pense qu'il faut être gracieux aussi avec nous, là, dans notre trajectoire professionnelle. C'est-à-dire qu'on sait, avec les recherches pour la transition professionnelle, au départ, on veut avoir grande mainmise à consolider tout ce qui est un petit peu plus expertise de pratique clinique. Tu sais, la genèse de nos diagnostics, nos filets de sécurité, tout ça, là. Tu sais, je verrais très, très bien, tu sais, c'est-à-dire que du coup, que nos IPS ont peut-être justement 2, 3 ans, de là dire, OK, ben là, maintenant, puis ça n'empêche pas de le faire avant, si un IPS le souhaite ainsi, mais tu sais, d'y aller peut-être par palier comme ça, puis oui, bien sûr, c'est de dire, écoute, est-ce qu'on peut avoir des formations d'appoint? Est-ce qu'on peut avoir ces coachs-là? Est-ce qu'on peut commencer petit pour aller peut-être un peu plus grand? Tu sais, puis je pensais tantôt quand même, ça se lie un petit peu au questionnement de tantôt, là, tu sais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, on n'a pas trop de ressources, et je pensais quand même au RÉSIC comme une plateforme, par exemple, pouvant vous aider avec des formations en recherche, et ça vous donne un aperçu de ce qui est fait en sciences infirmières. Euh, je pensais aussi au réseau, un petit peu plus de recherche, par exemple, ICN, au niveau du Conseil international des infirmières, il y a comme une sous-catégorie le network, le APN, donc la pratique infirmière avancée, le réseautage des infirmières en pratique avancée. Donc, tu sais, ça peut être toutes sortes de choses comme ça qui est intéressant. C'est déjà là. Mais bien sûr, probablement que ça va nous porter peut-être ensemble à devoir monter un projet de recherche où on aurait des modules peut-être à présenter, une formation, puis on serait capable de voir les effets dans les habiletés, les compétences de recherche. Euh, mais c'est sûr que euh, cette personne-là, je crois, doit souhaiter être déstabilisée. Donc, il y a comme une forme de prise de risque. Puis c'est correct parce que comme IPS, vous l'avez toujours fait. On vous l'a demandé constamment. La prise de risque qui vient avec l'autonomie de l'IPS, c'est sa responsabilité. Fait que la déstabilisation, donc se mettre dans ce. Mais c'est ça, c'est sûr que nous, tu sais, vous pouvez nous contacter. On est prêts. Il y a déjà des équipes, des fois, là, j'ai une équipe, par exemple, ils nous ont contacté récemment, on aimerait faire ceci, cela. Puis souvent, vous avez les besoins à point. Puis on peut vous accompagner là-dedans. Puis des fois, là, comme par exemple cette équipe-là, là, je ne suis pas certaine que je vais répondre vraiment à leurs besoins en termes de chercheurs, mais je les ai aiguillés ailleurs. Donc, vous pouvez nous utiliser comme des plateformes comme un CRDS en recherche où on est capable de vous aiguiller au bon consultant pour la bonne demande, finalement. Merci beaucoup, Mme Rieux-Dubois. Puis ça rejoint justement un point que M. Marie-Tétrault mentionnait tantôt, donc de ne pas hésiter à contacter, à approcher des gens qui font des choses, qui dans des projets, dans des thématiques qui nous intéressent.
Puis poursuivre un peu avec votre idée, effectivement, le RISIC est un réseau de recherche parmi plusieurs réseaux de recherche qui existent au Québec. Et souvent, ces réseaux-là offrent beaucoup d'activités ou des formations qui sont gratuites, qui sont accessibles à plein de personnes. Donc, il existe souvent ces infrastructures-là, que ce soit des réseaux de recherche, des laboratoires de recherche. Donc, ça serait très, très surprenant qu'au Québec, vous ne trouviez pas aucune infrastructure en place qui s'intéresse à quelque chose de près ou de loin, à une préoccupation que vous avez. Donc, si je peux faire ce commentaire éditorial-là, moi, j'encourage aussi les gens à approcher ces réseaux-là, ces infrastructures-là, ces laboratoires-là. Ça leur ferait certainement plaisir de collaborer avec vous, voir s'il y a des points, justement, des alignements qui peuvent être créés. Je laisserai maintenant la parole à Madame Nguyen. Oui, eh bien, ça fait quelques années, Annie, je pense que tu m'avais parlé justement d'une communauté de pratique. Je pense qu'il est temps qu'on actualise ton idée parce que je vois plusieurs applications possibles à cette communauté de pratique-là. Je vois qu'on pourrait rallier l'ensemble des IPS qui sont intéressés à se développer, à faire de la recherche, à participer à des projets de recherche, à se former. Mais je pense aussi à rallier tous les types de statuts qu'on a parlé, donc les professeurs réguliers, les professeurs cliniciens, les IPS qui sont sur le terrain, qui facilitent la recherche qui est faite par d'autres personnes, professeurs. Puis, tu sais, je verrais des opportunités de formation, des opportunités que les gens posent leurs questions à l'ensemble de la communauté. Et donc, ça serait un peu un forum autoportant. Donc, je trouverais ça très intéressant. Donc, je pense qu'Annie, il faudrait qu'on actualise le projet dans toutes nos tâches. Merci beaucoup, Madame Nguyen. Donc, peut-être même des collaborations au sein même du panel que j'entends. Je vois le temps qui file. Si j'avais en fait, ma dernière question que j'aurais peut-être pour vous, s'il y avait un seul message aujourd'hui, une seule chose, peut-être en une seule phrase que vous aimeriez que les participants retiennent de nos échanges de ce panel-là, ce serait quoi? On pourrait dire en anglais le take-home message. Qu'est-ce que vous voulez avec quoi est-ce que vous aimeriez que les gens qui vous écoutent aujourd'hui repartent avec eux après ça? Monsieur Marié-Tétrault. Je me mouille. Vous êtes à votre place. Vous avez un intérêt pour la recherche, vous allez réussir. Vous avez juste à essayer, puis après ça, vous voulez faire de l'enseignement aussi? C'est correct. Testez, testez, puis n'hésitez pas à nous contacter, on va être là pour vous soutenir aussi là-dedans. Je pense que c'est notre volonté à tous ici de faire avancer la pratique IPS. Merci beaucoup, Monsieur Marié-Tétrault. Madame Nguyen. Moi, j'ai envie de dire que il y a des problèmes pour lesquels la recherche est souvent la seule façon de trouver des solutions. Même si ça prend du temps, la recherche, c'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Donc, continuons dans cette veine pour promouvoir la recherche dans notre belle profession. Merci beaucoup, Madame Nguyen. Donc, on entend déjà plusieurs idées. Donc, vous êtes à votre place. N'hésitez pas à expérimenter, à tester une idée qui est revenue tantôt aussi avec Madame Dubois. Contactez aussi les gens. Donc, faites avec les gens qui ont peut-être déjà accès à ces infrastructures-là, qui font déjà des choses dans des domaines qui vous intéressent. Madame Riou-Dubois. Je terminerai par une question. Et si vous étiez frappé par la recherche, finalement, comme moi, je l'ai été, finalement, donc je ne pensais pas aimer ça. Puis finalement, je crois à entendre aussi mes collègues qu'on se fait frapper à quelques égards par la recherche. Donc, des projets de recherche, la diffusion, participer à des chapitres, puis les compétences que vous avez acquises, ne les minimisez pas. Elles sont toutes à votre honneur pour commencer des projets de recherche. On l'a dit tantôt, la rédaction, la collaboration. Donc, allez-y fièrement, puis on est toujours, même comme un professeur régulier, on est toujours en train d'apprendre. Alors, on est toujours en train d'apprendre, en train de solliciter des expertises. C'est simplement ça qui va vous arriver, c'est que vous allez commencer à faire un petit peu de recherche, dire, ah, bien, ça, je connais moins. Je vais aller chercher une expertise. C'est pas grave. On est là pour s'entraider dans ce grand domaine-là de la recherche. Donc, Merci beaucoup, Madame Riou-Dubois. Et on finirait ce tour de table par Madame Roussy.
On dit la pression, c'est ça, le mot de la fin, pratiquement. Euh, en fait, moi, j'aime beaucoup, je finirais peut-être avec deux citations, là. Quitte à pas avoir les bons mots, je vais les emprunter. Je pense qu'il y en a une de Francis Bacon là, qui vient du latin, là, mais le savoir, c'est le pouvoir. Donc, je pense pas de façon dictatoriale, là, j'entends, mais pour justement être percutant, être convaincant, justement, de toujours s'appuyer sur des résultats. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est accessible aussi. Donc, ça serait le premier message. Puis, parfois aussi, quand on fait de la recherche, bien, ça implique de développer de nouvelles connaissances, donc d'innover beaucoup, hein. Fait que des fois, il y a des gens qui ne croiront pas à votre projet, fait que ça prend beaucoup, justement, d'éloquence, d'arguments, les résultats encore là. Mais encore, des fois, il va y avoir de la résistance, hein. Les IPS, on est un peu euh, le canari jaune du réseau de la santé. Il y avait un article qui avait été écrit là-dessus. Donc, on dérange souvent encore 20 ans plus tard, hein. C'est un rôle qui est perturbateur aussi. Puis il y avait une citation de Victor Hugo qui disait aucune armée ne peut résister à la force d'une idée dont l'heure est venue. Donc, tu sais, je pense que des fois, nous, on a eu un projet qui impliquait justement la pleine occupation du champ de pratique IPS. Il y a eu de la résistance à certains niveaux, mais je pense qu'il faut croire en son projet. Je pense qu'il faut se faire des alliés, que ce soit au niveau du ministère, de l'ordre, etc. Mais je pense que c'est ça, il faut avoir une vision. Puis, quitte à déranger aussi un peu des fois. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Madame Rossi. Donc, tantôt, Madame Rieux-Dubois, je pense, mentionnait d'accepter le fait qu'on va être déstabilisé en tentant un nouveau rôle. Et ici, j'entends aussi cette idée-là d'accepter le fait que peut-être par ce nouveau rôle-là, ce nouveau projet-là, on pourrait peut-être rencontrer de la résistance ou peut-être déranger également, mais l'importance aussi de croire, tantôt on mentionnait de croire en ses compétences, de croire en sa formation, de croire en son bagage, mais de croire aussi les projets ou les activités dans lesquelles vous investissez. Ça revient un peu à cette idée-là aussi que ces projets, ces activités-là sont pas faites pour votre bénéfice personnel ou pour vous, mais sont faites avant tout aussi parce qu'on pense qu'on va améliorer la santé des patients et les services de santé. Un énorme merci à vous quatre pour votre présence aujourd'hui, vos partages, vos réponses aux nombreuses questions qu'on a eues. Je pense que je pense que les gens aujourd'hui repartent avec beaucoup de choses. Moi, je sais que personnellement, j'ai appris beaucoup. Ça m'a permis de m'initier aussi à un domaine. Parce que moi-même, je suis pas IPS, que je connaissais moins, donc d'être capable de connaître un peu votre vision, les enjeux que vous vivez, la contribution que vous pouvez avoir également dans ce domaine-là. Personnellement, je trouvais ça extrêmement riche de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Pour faire du coup sur une idée qui était mentionnée tantôt, effectivement, le RISIC, le Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, propose plusieurs activités. Donc, on a normalement environ une activité qui est offerte gratuitement à chaque semaine, dans laquelle vous pouvez vous inscrire. Notre prochaine activité, elle est prévue mardi, le 8 octobre prochain, de midi à 13h. Donc, c'est une activité qui va porter sur l'amélioration de la santé mentale des personnes avec blessures traumatiques. Il s'agit de Madame Mélanie Bérubé, qui est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, qui va venir nous parler de ça. Donc, elle a réalisé une revue systématique de guides de pratique clinique. Tantôt, on parlait des guides de pratique clinique dans ce domaine-là. Donc, c'est à ne pas manquer. Vous pouvez vous inscrire à cette activité-là et à nos autres activités en visitant notre site Internet au www.risic.com. Dans quelques jours, vous allez également pouvoir revoir l'enregistrement intégral du panel d'aujourd'hui, donc que vous pourrez partager ou repartager dans votre réseau. Merci encore infiniment à nos panélistes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à toutes celles et ceux qui ont participé au panel aujourd'hui. Donc, qui ont assisté au panel. Donc, ça fait très, très chaud au cœur de vous voir en si grand nombre. Et peut-être qu'on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle activité du RISIC. Merci encore à tout le monde. Bonne fin de journée.